Ouais, moi, je vous avoue, j'ai pas joué le jeu. Je suis pas sympa. J'ai pris un petit thé pour rester le plus performant possible, hein, parce que j'ai une conscience professionnelle très élevée. Ou alors, je dévoile ce que j'ai en backstage. Gros bluff. Et du coup, vous pouvez constater qu'on joue bien le jeu et qu'on est vraiment en mode oui, bin apéro. J'avais plus d'apérole, donc je devais faire un spritz, mais du coup, je ne fais que du prosecco, le vin blanc pétillant italien. Alors du coup, j'ai dit un seul verre. Et effectivement, il faut tenir le rythme. Et comme on doit effectivement pas mal parler dans l'heure qui vient, du coup, un seul verre par personne. J'ai quand même 2 cartouches. Impeccable. On va voir en backstage, mais bon, on va être raisonnable. On a reçu beaucoup de questions, honnêtement. On en a traité, on a fait un petit entraînement cet après-midi pour répondre aux questions et vous apporter des réponses pertinentes. Donc, on s'est entraîné sans l'apéro. Ouais, en fait, sérieux quand même. Il y a quoi? Il y a 20 questions, Ludo, un truc comme ça? Ah là, enfin, j'en ai regroupé parce qu'il y avait des questions effectivement qui se rassemblaient, notamment autour de la prospection LinkedIn. On verra qu'il y a aussi des sujets liés à la prospection dans la situation actuelle dans laquelle on est. On a des réponses pertinentes à vous apporter, donc j'espère que ça vous apportera de la valeur, comme toujours. C'est vraiment nous ce qui nous motive, hein, de vous apporter de la valeur. Et quand on voit qu'on a des messages positifs derrière, que ce soit sur LinkedIn, par mail, qui nous disent que vous avez essayé des trucs, vous avez expérimenté des préconisations qu'on vous a faites et que ça a généré des résultats. Ça, c'est vraiment ce qui nous fait vibrer et ce qui nous donne envie de refaire des événements comme celui-ci. Je vous propose qu'on enchaîne sur la première question qui nous semblait importante à évoquer avec vous dans ce webinaire, puisque c'est finalement aussi ce qui va conditionner nos prochaines réponses. Très clairement, vous allez comprendre rapidement pourquoi. On a reçu plusieurs questions, notamment de la part de Jonathan, de la part de Dina et de la part de Christelle. Une question qui nous dit, grosso modo, comment on peut prospecter sans être trop intrusif dans cette période du Covid-19 ? C'est clairement la question qui est revenue le plus souvent dans celle qu'on a reçue parce que c'est un vrai sujet. La prospection, moi je me suis pris plusieurs fois le bec avec des personnes sur LinkedIn notamment qui blâmaient les commerciaux, qui prenaient haut et fort qu'il ne fallait plus prospecter dès les premiers jours de confinement. Et j'espère que si vous êtes commercial, vous n'avez pas arrêté de prospecter pendant la période parce que 2 mois sans prospection, 2 mois sans chiffre d'affaires, ça commence à faire long. Et si vous continuez d'attendre l'après-confinement pour voir un petit peu comment ça se passe, etc., vous pourriez très bien mettre en péril la santé économique de votre entreprise. Donc, la prospection, faut la continuer. Et ça, c'est le premier sujet. Pour répondre à la question comment prospecter dans la période du Covid-19 sans pour autant se montrer trop intrusif et être finalement irrespectueux, l'enjeu est vraiment d'arrêter de parler de vous. Et ça va être un vrai sujet et ça va être aussi un peu le fil conducteur de ce qu'on va voir ce soir. C'est aujourd'hui, dans la prospection, vous ne devez pas parler de vous, de vos produits, déblatérer un script commercial qui expliquerait que vous êtes le meilleur, que vous êtes le moins cher, que vous êtes le plus productif, que vous êtes le plus efficace, etc. Ces messages sont aujourd'hui inaudibles chez vos prospects, tout simplement parce que la situation est différente. Et j'ai vu un message sur LinkedIn qui m'avait bien marqué et finalement qui illustre bien ce que je vous dis là. Et c'était une personne qui se plaignait donc d'être démarchée commercialement et qui nous disait dans son post qu'elle avait répondu au commercial qui l'avait prospecté que elle avait d'autres choses à penser que de lâcher de l'argent. Et effectivement, c'est la problématique aujourd'hui, c'est que vos prospects, ils vont d'abord penser à rentrer de l'argent avant d'en sortir. Et donc, vous êtes dans une situation compliquée. L'enjeu pour vous, donc, c'est d'arrêter de parler de vous et de parler des problématiques de vos clients. Et je vais compléter ma réflexion pour bien vous faire comprendre l'importance de ça. C'est que aujourd'hui, que ce soit en période de Covid-19 ou en dehors de cette période et en période, j'ai envie de dire, normale, le prospect prend sa décision d'achat sur le coup d'une émotion. Et il va ensuite la rationaliser pour se rassurer et pour valider qu'il fait le bon choix, en fait. Et donc, l'enjeu pour vous aujourd'hui, pour bien prospecter, c'est d'évoquer avec votre prospect son contexte, les problématiques qu'il rencontre dans son quotidien de récession lié au Covid-19, les problématiques qu'il peut rencontrer, l'amener en fait à vous avouer les émotions négatives qu'il ressent en fait vis-à-vis de cette situation. Et l'enjeu pour vous, c'est d'avoir suffisamment d'éléments pour lui apporter de la valeur et l'inciter à visualiser l'émotion positive qu'il pourrait ressentir à la place de la négative s'il bossait avec vous. Parlez du contexte de votre prospect, comprenez ses problématiques, comprenez ses enjeux, ses objectifs dans la situation particulière dans laquelle on est et essayez de positionner de la valeur, des solutions très objectives, bienveillantes, etc. qui pourraient lui permettre de mener des réflexions pour l'amener progressivement
à ressentir, à visualiser l'émotion positive qu'il pourrait avoir s'il vous faisait confiance et s'il bossait avec vous? Ouais, tu as fait le tour enfin, t'as abordé pas mal de sujets. Et après, dans le chat aussi, il y a pas mal de gens qui effectivement échangeaient là-dessus en disant que Quentin et Morgane, si je reprends exactement ce que dit Quentin et Morgane, ils ont laissé passer un peu de temps, ils ont pris un peu derrière et en adaptant le message, ce qui est hyper important forcément parce qu'on n'a pas la même approche en ce moment qu'avant. Et il y a un truc aussi qui est assez marrant, c'est que tu parles de bienveillance. Moi, je dis souvent qu'on est, enfin, on représente des boîtes, mais on est surtout des humains qui parlent à d'autres humains. Et fatalement, Jonathan aussi disait que prendre des nouvelles, c'était important parce que il faut montrer qu'on est là quand ça va bien et quand ça va pas bien, ou quand ça va moins bien en tout cas, et expliquer qu'on est là maintenant et qu'on sera là demain, et qu'effectivement, on peut toujours proposer des produits et services qui vont apporter de la valeur. Et fatalement, les gens achètent des choses parce qu'ils ont peur de perdre de l'argent, ou ils ont peur de pas assez en gagner. Donc finalement, quand ils achètent des choses chez vous, c'est pour derrière en faire quelque chose qui va les intéresser et les rendre meilleurs. Et il y a un truc qui est assez marrant qu'on a vu en ligne, on en parle pas mal pour les plus anciens. Alors je pointe pas José Lito, mais je pourrais le faire. Hein. Ceux qui connaissent Mario et qui ont joué au premier Mario sur NES, il y a Mario, quand il mange une fleur, Mario devient un Mario qui est plus grand que le petit Mario, et en plus il lance des boules de feu. Et fatalement, et on le reverra, c'est un truc que vous entendrez dire pas mal de fois, je pense, dans l'heure qui vient. Quand vous parlez avec un prospect, lui présenter la fleur, lui parler de la fleur, c'est cool. Sauf que si vous lui parlez de lui en Mario qui lance des boules de feu, ouais, ça l'intéresse. Le moyen derrière pour y arriver, c'est autre chose. Mais par contre, un Mario qui lance des boules de feu, ça a quand même de la gueule. Et pour ceux qui ont joué à Mario sur NES, sur la première Nintendo, le Mario qui lance des boules de feu, c'est plutôt cool. Carrément. Et donc, si on reprend cet exemple, finalement, Mario, j'allais t'appeler Mario. Seb adore effectivement présenter cette anecdote sur Mario. Mais pour illustrer ce que je disais tout à l'heure, donc de bien faire prendre conscience de l'émotion négative que ressent aujourd'hui votre prospect pour l'amener vers l'émotion positive, on peut repartir de cet exemple-là. Le petit Mario tout petit, si vous avez joué à Mario, quand un champignon arrive ou quand il y a une fleur qui lance une boule de feu pour l'attaquer, il est tout stressé parce qu'il est tout petit, il est tout vulnérable, donc il ressent de l'anxiété, donc une émotion négative. Et là, vous pouvez l'amener à visualiser la confiance qu'il aurait en lui s'il mangeait cette fleur et qu'il arrivait à lancer des boules de feu et qu'il était un peu plus grand et qu'il faisait le double de sa taille. Et l'enjeu pour vous, c'est vraiment ça. Je vois Quentin et Morgane qui nous disent de la bienveillance, c'est important, mais pas à outrance. Clairement, ça, on pourrait en parler et en faire un débat et même un podcast sur la bienveillance parce que c'est un vrai sujet. La bienveillance à outrance, c'est juste pas possible parce que c'est fake, tout simplement. On peut pas être toujours bienveillant, on peut pas être d'accord sur tout. Donc effectivement, je comprends totalement. Mathilde qui nous dit prospecter en son nom serait-il aussi plus pertinent que de communiquer au nom de l'entreprise dans une période où l'on doit montrer une proximité et de l'humain? Mathilde, j'ai envie de te dire que ce que tu soulignes ici, le fait de communiquer en son nom propre, ce qu'on appelle le personal branding, effectivement, on parle aussi d'employee advocacy. C'est une vraie solution, mais pas qu'en cas de Covid-19. En fait, si vous êtes en B2B, parce que nous, c'est aussi ce qu'on connaît le mieux et nos clients sont majoritairement en B2B. En B2B, votre prospect, il ne recherche pas une marque ou une solution. Il recherche une personne en qui il va avoir confiance et qui lui démontre en fait qu'il est la bonne personne pour l'aider à atteindre ses objectifs. Donc en fait, en B2B, la relation, elle est vraiment d'homme à homme, d'humain à humain, et c'est aussi le cas en B2C. Très clairement. Donc voilà. Donc effectivement, Mathilde, c'est important, mais c'est important de le faire en dehors du coronavirus. Juste pour en finir avec le sujet du coronavirus, puisque on en a beaucoup parlé dans les médias et on va avancer avec une question aussi parce que c'est important. Mais j'ai publié un article et je vous mets le lien immédiatement dans le chat. Dans lequel je suis parti d'une étude que j'ai découverte de la Harvard Business Review qui a analysé les 3 dernières récessions pour en déduire les tendances au niveau des entreprises et au niveau de la santé économique des entreprises et pour bien détailler le comportement qu'ont les entreprises dans une situation de récession. Et du coup, en lisant cet article, vous comprendrez bien quelle est la posture chez vos clients et les différents profils d'entreprises qu'il va y avoir. En fait, effectivement, il y aura des entreprises qui vont être défensives et qui vont couper tous les budgets et qui vont réduire les coûts. C'est typiquement ce qu'on voit avec Airbnb qui aujourd'hui prévoit de licencier un quart de ses forces, si je dis pas de bêtises. Il y a dans ces cas de récession, vous allez voir dans cet article qu'il y a des entreprises qui, au contraire, vont investir beaucoup plus dans le but d'essayer de trouver de nouvelles opportunités et de générer du chiffre d'affaires et de nourrir en fait les commerciaux. Donc il y a des opportunités à ce niveau-là. Et puis après, vous verrez aussi que la posture, et ça va vous servir à vous dans votre prospection, c'est que l'enjeu pour votre entreprise, c'est d'allier la défense et l'attaque, mais dans le juste milieu, le bon équilibre pour avoir la posture et vous adapter
aux différents événements qu'il y aura tout au long de cette crise du Covid-19. On a reçu une deuxième question qui est beaucoup plus légère et qui est de la part de Cédric. Cédric qui boit une cloche rouge, hein, qui nous a dit ça tout à l'heure dans le chat. Cédric nous pose une question qui est: est-ce que la bière est bon vecteur pour vendre? Et effectivement, cette question, j'imagine que tu l'as posée sur le coup de l'ironie, mais finalement, en vous proposant ce format d'apéro, de webinaire apéro, sur un peu les bases de l'apéro web que vous rencontrez peut-être dans vos villes, l'enjeu, c'est aussi de sortir de notre contexte, d'offrir peut-être un peu plus de proximité, de nous montrer aussi authentique comme on est dans la vraie vie, etc., etc. Et ce moment-là va nous servir à créer des affinités avec vous, à entamer des relations peut-être un peu plus profondes, et forcément, indirectement, il y aura un impact d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous continuerez de venir nous voir un peu plus souvent sur le blog, peut-être que vous allez partager un peu plus nos articles, peut-être que vous allez nous contacter pour travailler avec nous. Mais dans tous les cas, le fait qu'on soit ensemble ce soir va forcément avoir un impact. Donc tout ça pour dire que Cédric, effectivement, est-ce que la bière, ça fait vendre? J'élargis le sujet, mais est-ce que l'authenticité, ça fait vendre? Ça, très clairement. Donc une troisième question, et là une question peut-être un peu plus sérieuse, une question qui a été posée par plusieurs personnes, notamment Dagmar, André, Anna Paula et dans le même contexte Sarah. La question c'est connecter des personnes sur LinkedIn, c'est facile, mais la suite, et donc entrer en contact, attirer des liens et les convaincre d'aller plus loin qu'une connexion LinkedIn, c'est beaucoup plus difficile. On a André et Anna Paula qui nous ont posé la question de comment être visible et percutant sur LinkedIn. On a Sarah qui nous demande comment faire accrocher notre prospect grâce aux réseaux sociaux et ainsi le mener à nous contacter. C'est le même enjeu en fait. Aujourd'hui, faire la course au contact sur LinkedIn pour choper du réseau, c'est bien, c'est un vanity metrics. En gros, c'est quelque chose qui pourrait flatter votre ego d'avoir plus de contacts que votre concurrent. Mais très concrètement, si vous vous arrêtez là, ça va avoir aucun impact sur votre chiffre d'affaires. Et donc, notre réponse à ça, pour apporter de la valeur, et je vais laisser la parole à Sébastien, qui lui aussi est vraiment concerné par ça au quotidien, mais l'enjeu sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, c'est d'arrêter d'envoyer un message en copier-coller, où vous vous plantez parfois de prénom, et un message qui dit que bonjour, je suis Kevin, je bosse dans telle entreprise, et je peux vous proposer telle entreprise, enfin tel service, parce qu'on bosse avec des entreprises comme vous, etc., etc. Juste avant ce webinaire, j'ai reçu un énième message d'une personne qui me dit que elle peut m'aider à générer des leads, qu'elle peut m'aider à gagner des clients grâce à Internet. C'est précisément ce que je fais, et peut-être que je le fais mieux que toi, ou peut-être moins bien, je sais pas, peu importe, mais finalement, ton message, il a aucun intérêt. Et au-delà de ça, c'est ce qu'on verra aussi, et qui sera aussi un des fils conducteurs des réponses, des questions que vous nous avez posées pour ce webinaire, c'est que la grosse majorité des personnes que vous allez contacter, les études disent 75%, et je suis assez convaincu que c'est même plus que ça, mais 75% des personnes que vous allez contacter dans votre prospection à froid ne sont pas prêts à acheter. Et donc ne sont pas prêts à vous entendre parler de vos produits, de vos services, de qui vous êtes, etc. Et encore plus dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Rappelez-vous, on vous a préconisé tout à l'heure de parler du contexte de vos prospects plutôt que de parler de vos solutions. Et dans la prospection sur les réseaux sociaux, c'est exactement pareil. Quand vous ajoutez quelqu'un sur LinkedIn et que vous lui proposez des services derrière, dès qu'il a accepté la réponse, vous lui envoyez ce qu'on appelle un message de niveau décision dans sa réflexion d'achat. Donc, un message qui est adapté à des personnes qui sont très matures dans leur réflexion et qui sont quasiment prêts à prendre leurs décisions. Mais ça, c'est peut-être un quart grand maximum du marché. Et donc, dans 75% des cas, vous aurez pas de réponse, ou vous aurez pire que ça, une réponse très négative, où vous allez générer une frustration de la part de votre nouveau contact. Et l'enjeu pour vous, c'est d'apporter des valeurs. Et pour apporter de la valeur, c'est quoi? C'est de partager du contenu qui permet d'apporter des solutions ou des réponses aux questions que se pose en fait votre prospect. Et Sébastien, si tu veux rajouter des choses. Ouais, donc mais surtout d'avoir une approche qui est une approche humaine aussi. On parlait tout à l'heure de bienveillance et d'humains qui vendent à d'autres humains. Faut pas oublier que LinkedIn, c'est un réseau social et c'est pas votre CRM en fait. C'est-à-dire que le fait d'avoir des gens qui sont en contact 2, contact 3, ou des gens que vous allez pouvoir trouver si vous avez d'autres outils qui vous permettent d'aller un peu plus loin que votre premier réseau, c'est pas des gens qui sont là pour acheter des trucs, ils sont là pour aller choper de l'information. J'ai noté un pourcentage, 91% des pros viennent sur LinkedIn pour choper de l'information et en font une source d'information. Mais c'est pas forcément dire qu'ils vont acheter quelque chose. On avait, nous, interviewé notamment des DG d'industrie dans la région normande
et on parlait effectivement de la partie réseaux sociaux. Et on avait des gens qui disaient non mais moi de toute façon LinkedIn j'y vais plus. Pourquoi? Parce que soit je reçois des demandes pour bosser dans la boîte, ce qui peut être plutôt une bonne chose, soit salut, c'est Kevin, j'ai ça à vendre, est-ce que tu veux me l'acheter? En gros, mais si on met ça dans la vie réelle et qu'on va à un événement pro et qu'on va voir les gens en leur serrant la main en leur disant salut, je m'appelle Seb, je te vends du marketing digital. Et il n'y a pas forcément trop d'intérêt à entamer une discussion comme ça. Et effectivement, apporter de la valeur, montrer des choses. Et il y a un truc qui est hyper important, mais ça, tous ceux qui font un peu de commerce le savent, ton produit peut avoir 100 caractéristiques top. Si tu n'écoutes pas la personne en face de toi pour savoir ce qui va l'intéresser le plus dans ce que tu fais, ou avoir une approche ciblée sur un type d'entreprise ou un type de poste, quelqu'un qui bosse dans l'industrie va pas avoir les mêmes besoins qu'un mec qui bosse dans le conseil. Ça paraît tout con, mais quand on voit les copier-coller et les pitchs et les messages qui sont envoyés parfois, on se dit non, ça tape à côté. Et le fait d'écouter, de comprendre et d'étudier la cible avec laquelle vous voulez parler avant, ça fera forcément la différence quand vous envoyez des messages sur LinkedIn. Et les copier-coller, on a tous fait. Hein. Moi, j'ai fait un truc là, la semaine dernière, il y a 2 semaines, avec un de nos clients avec lesquels on bosse. Je me suis raté. Et du coup, il m'a répondu « Bonjour Géraldine ». Mais en même temps, j'avais bien aimé. Bien fait, hein. Non, mais, mais voilà, ça c'est vraiment le premier truc très actionnable que vous pouvez faire si vous prospectez sur les réseaux sociaux. Arrêtez votre email de base qui présente votre entreprise, qui présente vos solutions et le pseudo élément de contexte qui dit on a des clients dans votre domaine d'activité qui sont satisfaits ou qui ont réussi à atteindre leur objectif grâce à notre solution. On voit que c'est fake. Et aujourd'hui, quand vous faites ça, vous n'êtes pas les seuls. C'est-à-dire que la personne que vous ciblez, et généralement on vise tous les DG, hein, quasiment, les CEO, ils reçoivent des dizaines de messages comme le vôtre par semaine sur LinkedIn. Et ce que disait Sébastien, c'est qu'il y a des DG aujourd'hui qui ont un compte LinkedIn et qui n'y vont plus, et qui nous le disent très clairement, parce que quand j'y vais, je vois que des messages de commerciaux ou que des messages d'étudiants qui veulent un stage. Et effectivement, dans ce contexte-là, je vais plus voir LinkedIn. Et l'enjeu pour vous, c'est vraiment d'apporter de la valeur, et surtout dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Aujourd'hui, votre cible, elle rencontre plein de problèmes, des problèmes pour générer du chiffre d'affaires, des problèmes pour peut-être bosser à distance, des problèmes pour gérer ses équipes, motiver ses équipes, pour peut-être protéger ses équipes, etc., etc. Donc, il y a forcément des problématiques liées à la situation du Covid-19 qui correspondent de près ou de loin à ce que vous faites aujourd'hui. Donc, vous avez la possibilité d'apporter de la valeur à vos prospects. Je reprends un exemple et je reprends souvent le même. Donc, les personnes qui ont suivi les précédents webinaires vont vraiment reconnaître ce que je dis, mais moi, j'ai l'habitude, quand je contacte quelqu'un sur LinkedIn, de regarder ce qu'il a fait avant, le contenu qu'il a partagé, notamment les questions qu'il a pu poser dans des groupes de discussion. Et généralement, quand j'ai ça, je rédige un contenu qui répond à la question qu'il a posée dans le groupe de discussion. Et du coup, je vais le voir en message privé après l'avoir connecté et plutôt lui dire, salut, c'est Ludo et je fais de la génération de leads et je peux aider tes commerciaux à avoir des clients. Je vais lui dire, salut, monsieur le prospect. J'ai vu que tu avais posé une question qui est liée à ta problématique que je comprends très bien parce qu'elle concerne beaucoup de mes clients. Du coup, ça m'a donné l'idée de rédiger un article et je te propose de le lire parce que dans cet article-là, je te propose vraiment des solutions qui sont très objectives et qui peuvent te permettre de résoudre ta problématique. Et en fait, en faisant ça, donc, vous avez la possibilité soit de partager du contenu qui vous appartient sur votre site web parce que vous en partagez régulièrement, des livres blancs, éventuellement un webinaire, de participer à un webinaire comme celui-ci, etc., etc., des vidéos, des infographies, peu importe. Ou alors de partager du contenu sur un site spécialisé dans votre domaine d'activité, c'est aussi possible. Mais quand vous faites ça, vous poussez pas de l'information non souhaitée. Vous apportez une solution à une problématique. Et là, vous actionnez un principe psychologique qui est ultra puissant, qui est le principe de réciprocité. Si demain, vous m'invitez à boire un verre, ou vous m'invitez au restaurant, ce qui va être encore compliqué pendant quelques semaines, mais après le vrai déconfinement, on en arrivera peut-être là. Si vous m'invitez à dîner, derrière, je vais me sentir obligé de vous rendre l'appareil, de vous proposer quelque chose, soit de vous rendre l'invitation, soit de vous inviter à boire un verre, soit de vous offrir, je sais pas, la participation à un podcast ou 1 heure de coaching, peu importe, mais je vais me sentir obligé de vous offrir quelque chose. Et ça, c'est le principe de réciprocité. Donc, quand vous contactez quelqu'un sur LinkedIn pour lui dire, j'ai vu que tu avais une problématique, ou tu as liké tel post sur tel sujet, et je te propose de lire un contenu complémentaire, vous lui apportez de la valeur, et du coup, derrière ça, il va se sentir obligé d'au moins vous répondre. Je dis pas qu'il va prendre rendez-vous avec vous et qu'il va vous parler et qu'il va signer, c'est pas ce qui va se passer. Mais il va se sentir obligé de vous répondre et de vous dire peut-être un truc bateau du type je vous remercie pour le contenu, je le lirai quand j'ai le temps. Et peut-être qu'il le dira jamais. Mais au moins, vous allez avoir une réponse et du coup, il y a une relation qui est créée. Et la plupart du temps, et c'est vraiment ce qui se passe, et là, je vous encourage
tout bêtement à faire le test. Hein. Demain, jour férié, on est confiné, on peut pas faire grand-chose. Allez sur LinkedIn, vous prenez une cible qui pourrait vous correspondre et vous lui envoyez un contenu à forte valeur ajoutée qui pourrait résoudre une problématique. Si vous n'avez pas de réponse, si vous faites ça 3 fois de suite et que vous avez 0 retour d'ici lundi, vous m'envoyez tous les mails de critiques que vous voulez, vous m'incendiez sur les réseaux sociaux. Que Ludo, hein, que Ludo. Ouais, que Ludo, si vous voulez. Moi, j'assume. Je sais que ça va marcher. Donner avant de recevoir, c'est exactement ce que Samuel dit. Il y a Gary Vaynerchuk qui fait Tea with Gary V en ce moment et il fait un peu le format de questions-réponses qu'on fait aujourd'hui, mais avec du thé. Donc nous, on le fait avec de la bière, avec l'apéro, peu importe. Lui dit dans un de ses bouquins qui s'appelle Jab, 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 et je sais jamais le quatrième mot ce que c'est. Mais en gros, c'est done, done, done. C'est Jab, 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 right hook pour ceux qui chercheraient. C'est en gros done, done, done. Et ensuite demande, et tu vas voir que tu vas recevoir. C'est le principe de réciprocité. Et c'est vraiment l'approche que vous devez avoir sur les réseaux sociaux. Arrêtez de parler de vous, surtout en période de Covid-19, parlez de vos problématiques et apportez des solutions. Et avant ça, si vous avez identifié et vous faites votre taf avant de dire, OK, il y a 15, 20, 30, 50, 100 boîtes avec 4 contacts à l'intérieur qu'il faut que j'atteigne parce que c'est les gens qui sont dans ma cible. Demande de contact, envoie des messages directs pour dire qu'on va vendre un truc, on a compris que ça marchait pas. Envoyer du contenu, c'est cool. Ce qui est encore plus cool, c'est d'avant identifier ces gens-là et venir leur montrer que vous portez de l'intérêt à ce qu'ils font. C'est-à-dire que vous allez pouvoir liker des posts, vous allez pouvoir répondre à des choses qu'ils disent, ou si vous chopez de l'information, les outils de veille aussi sont pas mal pour ça. Faire de la veille sur les profils des entreprises pour comprendre qu'il y a, je sais pas, il y a une implantation d'un nouveau centre de production, ou alors ils ont gagné un marché à l'étranger, ou alors ils ont fait la une de tel journal, etc. Tel titre de presse, c'est hyper important parce que ça va montrer que, au-delà de vouloir vendre des trucs, vous vous intéressez à ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Et c'est un des premiers éléments avant de rentrer en contact. Et c'est ce que posait comme question Aïda. On a un article qui traite du sujet. Je pense que si tu tapes entamer la conversation sur LinkedIn, tu vas tomber sur nous. Parce que Ludo ça, pour Google, on est premier normalement. Donc. Normalement, ouais, Ludo a fait le taf sur le SEO, donc tu vas pouvoir trouver ça, je pense, Aïda, sans souci. Et ce que tu dis, Bénédicte, c'est très juste. C'est ils sont parfois surpris quand c'est juste pour échanger. Et c'est exactement ça. Et le fait qu'ils soient surpris, c'est vraiment que vous vous démarquez déjà de la concurrence et que vous apportez quelque chose. Et forcément, vous allez avoir un retour. On a reçu une autre question de la part de Samuel. Et du coup, Samuel, je t'ai déjà répondu sur LinkedIn, mais je vais quand même répondre parce que s'il y a quelqu'un ici qui veut me faire un cadeau et actionner le principe de réciprocité, ce sera une bonne idée. Samuel me demande quelle est ma marque de jean, G-I-N, hein, puisqu'on est dans le thème apéro, préférée. Je crois comprendre, Samuel, que t'es fan de jean et tu m'avais proposé une marque. Moi, je te cite les deux marques que je connais et que j'aime bien quand je bois un gin tonic, notamment. Le Bombay Saphir, c'est pas mal. Et le Tanqueray, c'est vraiment du lourd. Donc voilà pour la question. On répond à toutes les questions ce soir. On a dit qu'on répondait sans filtre à toutes les questions. Donc on va répondre à toutes les questions. On a ensuite une question un peu plus sérieuse de la part de Christophe. Salut Christophe, si tu es dans le chat. J'espère que tu vas bien. Et ta question, c'est... Mon vin préféré aussi dedans, c'est le Rives pour moi, si jamais il y a des amateurs aussi. On t'a pas demandé du coup. Mais ok, quand même. T'as raison. Du coup, Christophe qui nous pose une question. Comment qualifier un fichier avec le net? Et ça, c'est une question qui va peut-être manquer le Samuel. C'est peut-être une question qui va vous parler. Vous êtes nombreux à encore acheter des bases de contacts, à encore essayer de récupérer des emails sur les sites internet, sur les réseaux sociaux, sur internet en général, et à essayer du coup d'envoyer des emails de prospection à ces personnes-là en espérant qu'en leur proposant vos services, vous ayez des retours et donc vous ayez des demandes de devis et des signatures. La problématique, c'est exactement la même que celle qu'on vient de citer pour LinkedIn. Quand vous avez un fichier de contact, vous prenez 100 contacts, sur les 100 contacts, il y en a déjà 75 qui ne sont pas suffisamment matures pour lire quelque chose qui parle de vous et de vos solutions. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on va pas redétailler. Sur les 25% restants, il y en a environ 60 à 70% qui n'ouvriront pas votre mail parce que c'est la statistique qui dit que 60% des personnes qui jettent un mail à la corbeille le font parce qu'ils ne connaissent pas l'expéditeur. Donc, grosso modo, sur 100 mails envoyés, il y en a peut-être 3, 4, 5 qui vont l'ouvrir et vous allez avoir 0 retour. Et donc, quand vous achetez un fichier de contact, l'enjeu pour vous, c'est du coup d'apporter, et c'est une phrase bateau et qu'on dit souvent, mais qui a vraiment plein de sens, d'envoyer le bon message, à la bonne personne au bon moment. Et pour le faire, vous devez impérativement savoir quel est le niveau de maturité et le contexte de la personne que vous contactez. Et quand vous achetez un fichier chez Compass ou chez d'autres,
Vous n'avez pas cette information-là. Vous avez le nom, le prénom, l'email, le numéro de téléphone, sa fonction, le chiffre d'affaires, bref, tout un tas d'informations un peu démographiques, mais vous n'avez pas l'information de son niveau de maturité. Et pour le connaître, la meilleure manière de faire, et donc je réponds à ta question, Christophe, qui est comment qualifier un fichier sur le net, l'enjeu pour vous, ça va être de mettre en place une séquence d'emails qui va vous permettre de déterminer si la personne, elle est plutôt en début, en milieu ou en fin de réflexion d'achat. Et donc, à partir de là, de lui envoyer les bons messages qui répondent aux bonnes questions qu'il peut se poser selon ces 3 étapes. Et pour le faire, l'enjeu pour vous, c'est de proposer par mail à ces personnes-là du contenu à forte valeur ajoutée, du contenu de début de réflexion, du contenu de milieu de réflexion et du contenu de fin de réflexion. Et en fonction des comportements que vous allez pouvoir traquer sur les clics dans les emails, vous allez avoir l'information de, tiens, celui-là, il a cliqué sur plusieurs articles ou un article qui est plutôt début de réflexion d'achat. Ça veut dire qu'il est en tout début de réflexion et donc il est très peu mature. Lui, il a plutôt cliqué sur un cas client qui est plutôt un contenu de fin de réflexion d'achat. Donc ça veut dire qu'il est très avancé. Je vais peut-être le contacter par téléphone parce que c'est le bon moment. Mais voilà, l'enjeu vraiment pour vous, c'est de réussir à envoyer des emails avec plusieurs possibilités de contenu pour déterminer en fonction des comportements que vous allez avoir si la personne elle est au début, au milieu ou en fin de maturité. Après, il y a aussi une thématique pour l'étape d'après. Finalement, il y a des boîtes qui vont dire, OK, moi j'ai 30 000 contacts dans mon CRM et il y en a la moitié qui peuvent acheter ce qu'on fait. Bon, la moitié sur un prix de vente à 1 000 € en moyenne, c'est cool, ça fait l'année. Généralement 3 millions d'euros, c'est cool, peut-être même plus. J'ai du mal avec les zéros à les enchaîner là. Mais en gros, il y a des gens qui ont vraiment cette notion-là. Et on leur dit effectivement, il y a une nécessité de tester votre base. La réponse est souvent la même. Je pense qu'elle est bonne. Ou alors il y en a qui sont complètement dans le déni en disant elle est excellente et il n'y a pas de souci, ma base elle est bien, elle est bonne. Et d'autres qui disent non, effectivement, il faut qu'on la teste. On fait des tests. Ceux qui pensent qu'elle est très bonne, ils tombent de leur chaise. Ceux qui pensent qu'elle est un peu pourrie, ils sont quand même un peu déçus parce qu'elle est vraiment toute pourrie. Et l'étape d'après, c'est, et on le voit tous les jours, tous les jours peut-être pas, malheureusement on le voit assez souvent avec Ludo, c'est ok, mais en fait les contacts sont pas bons, mais je les garde. Et ça n'a absolument aucun intérêt, ça pourrit votre base expéditeur, vos messages ils sont pas reçus et à terme les serveurs email peuvent vous blacklister parce qu'ils estiment que c'est tout pourri. Après il existe des moyens d'éviter ça. Il existe des outils et on pourra en reparler sur un autre webinaire qu'on va faire par rapport aux outils qui sont plus des outils à destination des forces commerciales, des outils de web marketing qui peuvent être utilisés par les commerciaux pour plus de performance. Il y a ce sujet effectivement d'arriver à comprendre si les adresses mail sont bonnes ou pas. Il y a des outils qui permettent aussi de scraper et de comprendre quelles adresses mail sont les bonnes ou pas par rapport à votre base. Donc il existe pas mal de choses qui peuvent être mises en place pour arriver à faire ça. Mais une adresse mail qui est poubelle, c'est direction de la poubelle. Et parfois, ça fait mal parce que finalement, les boîtes se disent mon trésor de guerre, c'est mon CRM, parce que mon CRM, c'est mes clients potentiels ou mes clients tout court. Et parfois, c'est pas le cas. Donc ça, c'est un gros point de vigilance aussi à avoir pour être sûr que les prospects que vous avez en base, finalement, sont des bons prospects. Et du coup, il y a 2 questions qui se regroupent un peu d'Isabelle et Patrick, sur ce sujet-là. C'est OK, vous comprenez ce qu'on vous dit sur les messages à envoyer de la valeur et envoyer des réponses aux questions que peuvent se poser vos prospects, etc., etc. Ça, je pense que c'est bien clair et c'est finalement que du bon sens. Donc, on n'invente rien à ce niveau-là. Et votre question qui est, si je prends la question d'Isabelle, qui est pour du B2C, de la micronutrition, est-ce que je peux diffuser large pour un premier mail où je dois préqualifier? Et Patrick qui nous demande qui nous dit que pour communiquer, il faut qualifier, mais comment assurer une bonne qualification des contacts et comment l'actualiser? C'est vraiment tout l'enjeu en fait de cette première action. C'est vous avez votre fichier de contact, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez envoyer un email qui présente vos produits ou services. Si vous faites ça, vous allez avoir des performances désastreuses, c'est ce qu'on disait à l'instant, et du coup, vous n'allez pas avoir le retour sur investissement. L'enjeu pour vous, c'est de faire en sorte que votre premier email vous permette justement de qualifier votre contact et d'avoir l'information de il est en début, il est en milieu ou il est en fin de réflexion. Et l'autre travail de la qualification, et ça, c'est un vrai enjeu à comprendre. C'est le sujet des cibles, c'est un vrai sujet aujourd'hui, et je pense qu'il est temps qu'on arrête il est temps de prendre conscience que aujourd'hui la cible, c'est plus une entreprise, c'est vraiment une personne. Et ça, c'est vraiment ce qui change aujourd'hui dans le marketing et dans le commerce, c'est que beaucoup d'entreprises se sont encore arrêtées au fait que ma cible, ce sont les DG de PME, par exemple. Ok, c'est une question qu'on a eue tout à l'heure, on va y revenir.
les DG de PME, c'est très très large. Dans quel domaine d'activité, qui est ce DG-là, quelles sont ses problématiques, quelles sont les questions qui se posent, comment il s'informe, comment il se forme, etc. Tout ça, vous n'avez pas les informations. Et donc, quand vous achetez un fichier de contact, vous allez forcément dire à la personne en ligne, j'aimerais avoir toutes les personnes qui sont DG, qui sont dans ce secteur d'activité-là, qui bossent dans une entreprise de plus de 250 salariés, qui font tant de chiffres d'affaires, etc., etc. C'est très bien, mais vous avez aucune information sur les problématiques et les questions qu'ils se posent. C'est vraiment autour de ça que doit tourner votre prospection et votre stratégie marketing. Et pour faire ça, il y a un travail très simple et ça fera partie des réponses qu'on a pour certaines autres questions. C'est que vous devez à tout prix faire le travail de persona. Vous devez aujourd'hui comprendre très précisément qui est votre client idéal, avec lequel vous adorez travailler et avec lequel vos commerciaux adorent discuter parce qu'ils savent qu'il va se passer des choses, parce qu'ils savent qu'il y a de grandes chances que ça signe. Et donc, de comprendre qui est cette personne-là, quelles sont ses problématiques, quelles sont les particularités de son contexte qui font qu'il y a de grandes chances qu'il signe chez vous. Ça, c'est des questions auxquelles vous devez répondre avec le travail de persona. Et pour comprendre comment on travaille un persona, là, je vous encourage à aller voir sur notre chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien dans le chat. On a fait une vidéo justement sur comment faire un bon persona. Mais l'enjeu, c'est vraiment de demander à vos clients de leur poser toutes ces questions-là. Quelles sont les problématiques que vous rencontrez dans votre quotidien? Quels sont vos principaux objectifs? Quels sont les principaux freins qui vous empêchent d'atteindre ces objectifs-là? C'est toutes les questions que vous devez poser, tout simplement. Yes, je te propose d'avancer parce qu'on n'est pas arrivé au tiers et on a toute la nuit devant nous et au pire, les personnes me quitteront. Mais non, on va avancer. Il y a Pierre qui nous pose une question. Je viens de commencer l'article de blog dont le lien a été publié dans le chat. Je lis 1. La mesure du retour sur investissement est cruciale. Comment je suis plutôt soul, bien qu'expert. Je me demande si ça marche de communiquer sur le marché du consulting en web marketing comme un YouTuber pourrait faire un live pour présenter la démo fraîchement sortie d'un nouveau jeu. L'avenir nous le dira si c'est ce qu'on fait ce soir. Je pense que ça marchera bien. Et pour tout te dire, j'aime bien ton analogie du YouTuber qui fait un live pour présenter une démo, notamment pour un jeu vidéo. C'est un peu aussi ce qui nous inspire. Très concrètement, nous on adore, c'est regarder ce qui se passe dans d'autres domaines d'activité, de les expérimenter chez nous, parce que nous on est le propre labo de nos clients en fait. On expérimente des choses et on teste. Et si ça fonctionne, on l'industrialise et on le propose à nos clients. Et si ça fonctionne pas, on le reteste une fois et puis ensuite on passe à autre chose. Donc clairement, Pierrette, tu as raison, mais je vous encourage vraiment. Là, c'est vraiment le marketing et le commerce, c'est aussi ça, c'est de la curiosité. Regardez ce qui se fait dans d'autres domaines d'activité. Si vous êtes en B2B, regardez ce qui se fait dans le B2C, regardez ce qui se fait dans le jeu vidéo, dans le sport, peu importe. Il y a vraiment un niveau de maturité très très élevé sur les techniques de communication et sur les techniques d'acquisition client, dans justement tout ce qui touche la génération des ados et des jeunes adultes. Allez voir ce qui se passe et vous allez obtenir des idées très intéressantes. On a une question ensuite de Mathilde qui nous demande combien de relances faire sur Internet lorsqu'on prospecte. Par mail, sur LinkedIn. J'ai entendu qu'un bon commercial relançait 8 fois en moyenne, mais cela me semble beaucoup. À cette question, j'ai pas de réponse toute faite. Je reviens au sujet du persona, justement. L'enjeu pour vous, c'est de comprendre ce que veut votre persona et comment il mène sa réflexion d'achat. Et ça, il y a le travail de persona à faire et il y a un travail de ce qu'on appelle le sales playbook. Et là, c'est Sébastien qui va pouvoir développer ça. Mais la bonne réponse à ça, ça dépend de votre cycle de vente. Et l'enjeu pour vous, c'est d'avoir une séquence d'emails, une séquence d'échanges qui soit calée sur la durée de votre cycle de vente pour que vous puissiez tout au long de ce cycle-là accompagner et apporter de la valeur à votre prospect. Effectivement, après, il y a pas de. J'aimerais bien avoir la martingale, le truc magique qui fait que je sais, José Lito dit 14 fois. Nous, généralement, on dit plus autour de 10. Donc, José Lito, il est encore plus bourrin que nous, entre guillemets. Mais en général, c'est autour de 10. Et il peut y avoir effectivement différents types d'approches, en fait, parce que le téléphone est un moyen, l'email est un moyen, les réseaux sociaux sont un moyen. Bon message, bonne personne, bon moment. Et le bon canal aussi, ça peut bien fonctionner. Il y a des gens qui vont être très réactifs sur LinkedIn, d'autres sur Twitter, ils vont être à mort derrière leur fil d'actualité. Et il y a des gens qui, sur le téléphone, ne veulent pas répondre. Après, il faut tester. Il faut tester ce qui fonctionne le mieux. Est-ce que tes mails sont assez calés pour que ça fonctionne? Est-ce que ton pitch pour passer le standard fonctionne assez bien? Est-ce que tes messages LinkedIn sont pas trop lisses pour pouvoir faire la différence par rapport aux autres? Il y a des tests à faire. Et là-dessus, il faut tester les choses et puis voir ce qui fonctionne le mieux et puis essayer de le reproduire en fonction du contexte, encore une fois, de la personne que tu essaies de vendre. Complètement. Et puis après, l'enjeu, c'est effectivement aussi de varier les canaux.
parce que si on fait 10 relances par mail, si la personne n'est pas réactive au niveau des mails, on n'aura pas de retour. Donc c'est vraiment aussi essayer d'alterner. Nous, on travaille ce qu'on appelle le Sales Playbook chez nos clients. C'est un document dans lequel on processe vraiment de manière très très documentée la manière dont les commerciaux doivent prospecter, que ce soit en prospection traditionnelle ou en prospectant des leads plutôt inbound, donc en provenance du marketing. Et dans ces process-là, on alterne forcément les canaux. On va commencer par une relance par email, et puis ensuite on va tenter le téléphone, et puis après on va faire une connexion LinkedIn, et puis on va envoyer un message privé, et puis on va recommencer par un email, etc. Je vais passer à la question suivante, qui est une question qui nous a été posée par Cécile et aussi par Can. J'espère que j'écorche pas ton prénom, Khan. Faut-il créer un blog ou un site internet? Ça, c'est une question qui revient souvent. Et faut-il intégrer le blog à son site ou le détacher quand on veut générer des prospects? La question de blog vs site internet, c'est une question qui revient souvent. Et là, je vais faire très bref parce que j'ai un avis très tranché sur le sujet. Il vous faut les deux. Il vous faut un site internet pour présenter vos solutions, votre entreprise, pourquoi vous faites ce que vous faites, etc., etc. Donc, ce qu'on appelle la partie site vitrine. Et il vous faut une partie blog pour publier régulièrement du contenu qui apporte de la valeur et qui répond aux questions et aux problématiques que rencontrent vos prospects tout au long de la réflexion d'achat, donc au début, au milieu et en fin de maturité. Ça commence à revenir assez souvent, donc je pense que c'est bien ancré chez vous. La deuxième partie de la question qui est, faut-il intégrer le blog à mon site internet ou le détacher de mon site internet et en faire un blog à part, finalement? Là, c'est pareil, j'ai un avis très tranché. Dans l'optique de générer des prospects, l'enjeu pour vous, c'est de faire en sorte que vous soyez le mieux référencé possible sur Google pour attirer le plus de visiteurs possible et faire en sorte que vos visiteurs aient le moins de clics à faire pour se convertir en prospects. Donc, du coup, je vous recommande vivement d'intégrer votre blog à votre site internet et donc sur le même nom de domaine, c'est une question qui revient après, sur le même nom de domaine parce que c'est le nom de domaine en fait qui va avoir une certaine autorité et qui va aussi impacter positivement ou négativement le référencement dans votre site internet. Jonathan qui nous demande, peut-on considérer LinkedIn comme un blog puisqu'on crée du contenu? Non, c'est un levier pour créer du contenu. En tout cas, ça aura, Jonathan, aucun impact pour ton référencement. L'intérêt du blog, au-delà d'apporter de la valeur ajoutée dans ton contenu, c'est aussi de faire en sorte que ton site internet soit le mieux référencé possible pour attirer des visiteurs et les amener ensuite dans un tunnel de conversion qui va te permettre de les convertir en leads. Et du coup, quand tu es sur LinkedIn, le fait de passer de LinkedIn à ton site internet derrière, il y a un temps de chargement en plus, il y a un clic supplémentaire et ça impactera forcément négativement ton taux de conversion et tu n'auras pas d'impact positif pour ton référencement. Merci Jürgen pour le commentaire. On prend ça cool le webinaire, merci. Du coup, Cédric, une question. Est-ce que valoriser un avis client, c'est parler de soi ou de son client? En fait, c'est de parler des deux. Parce que un cas client, c'est en fait un élément de réassurance aussi pour tes prospects. Ça permet aussi à ton client de parler de lui et nous on fait des interviews aussi pour les clients de nos clients pour travailler cette partie persona. Les gens sont généralement très 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 contents quand on leur parle et quand on leur demande de parler d'eux, de leur métier, de ce qu'ils ont pu faire. Donc ça met en valeur ton client et ça te met en valeur finalement toi sur comment est-ce que tu as réussi à accompagner ton client dans une problématique, quels sont les résultats qu'il a obtenus et finalement le meilleur commercial que tu puisses avoir sur Terre, c'est un de tes clients qui va dire franchement, appelez Cédric parce que ce qu'il fait, c'est top. Et moi, j'étais pareil que vous. Et en fait, il a tout solutionné. Si tu arrives à avoir ça un jour comme client, garde-le longtemps et prends-en soin. Et ça, c'est vraiment le principe de preuve sociale, en fait. Aujourd'hui, et surtout dans la situation dans laquelle on est, pleine d'incertitudes, pleine de craintes, etc., etc., on va se reposer sur les personnes qui nous ressemblent pour prendre des décisions. Et donc, si vous avez des cas clients qui correspondent vraiment au profil type de clients que vous visez, en fait, quand ils arriveront sur votre site internet, en voyant qu'une entreprise dans le même domaine d'activité que vous a pris la décision d'avancer avec vous dans cette situation particulière, forcément, ça va le rassurer et ça va l'inciter à vous faire confiance. Donc ça, c'est le principe de réciprocité, le principe, de preuve sociale. Je vous encourage vraiment à creuser le sujet parce que c'est assez important. Et on avait Isabelle, pour rebondir sur la partie blog et référencement, qui nous disait, qui nous posait la question pour le référencement, je pensais qu'il fallait des noms de domaines différents pour jouer sur les backlinks. Effectivement, en théorie, je te dis oui, parce que si tu as deux domaines et que tu fais un lien d'un vers l'autre, logiquement, tu vas améliorer ton référencement. La grosse problématique avec ça, c'est qu'un lien qui améliore ton référencement, c'est un lien qui provient d'un nom de domaine qui a une autorité forte.
et une autorité forte, vous avez des outils qui vous permettent de faire ça. Vous tapez Domain Authority Checker sur Google, vous allez avoir des outils. Si votre nom de domaine est inférieur à 40, le lien que vous allez faire vers l'autre nom de domaine aura peu de valeur. On n'a pas d'informations très concrètes de la part de Google parce que c'est secret, mais ça aura peu de valeur. Et donc, en sachant que d'avoir un domaine authority élevé, c'est très compliqué et ça dépend aussi du volume de pages que vous avez sur votre site internet. Il suffit de regarder les sites les mieux référencés sur Google, hein. Amazon, Wikipédia, c'est tous les sites qui ont qui ont beaucoup de pages sur leur nom de domaine et qui, du coup, ont réussi justement à choper des liens un peu à droite à gauche sur les différentes pages qu'ils ont. Et ça, donc, c'est vraiment l'enjeu. Donc, en théorie, Isabelle, je te dis oui, mais si tu as 2 domaines authority élevés. Et la problématique, c'est que quand tu lances un nouveau blog, ton domaine authority, il sera de 0. Donc, si tu fais un lien vers ton site, ça aura pas d'impact parce que ton nom de domaine, en fait, il n'est pas considéré comme faire autorité, en fait, vis-à-vis de Google. Ce qu'on regardait, la question de Maëlys, pour revenir sur la question du site et du blog, pas faire de doublons, etc. On n'a pas répondu à ça. Du coup, en fait, la partie vitrine de ton site, elle va être plutôt statique. À part si tu as des nouveaux produits qui arrivent tous les jours ou quoi que ce soit. Enfin, nous, on bosse dans un secteur différent. Après, tout dépend dans quoi tu bosses. Mais pour nous qui donnons plus de conseils tel qu'on le fait aujourd'hui, par rapport au web marketing et à la performance commerciale, si on se retrouve avec des nouveaux produits, oui, on va mettre à jour assez souvent la partie site vitrine. Mais aujourd'hui, on a des pages qui sont qu'on est en train de retravailler. Mais par contre, c'est des pages qu'on va pas travailler très souvent finalement. Donc, en gros, le site aujourd'hui, tel qu'on l'a, on a 80% du trafic qui arrive du blog, parce que le blog, c'est ce qui va permettre d'avoir une certaine agilité dans les sujets qu'on va traiter. Tu vas pas forcément mettre des nouveautés dans ta partie entre guillemets site en dur sur la partie site vitrine, mais le blog va te servir à ça. Donc logiquement, tu peux avoir de la redondance ou des liens de tes blogs, de tes articles de blog qui envoient vers ton site vitrine et qui est sous le même URL encore une fois, hein, mais qui envoient plus sur tes prestations ou des choses comme ça, mais pas forcément de doublons finalement parce que tu vas pouvoir traiter des choses qui sont avec plus d'agilité dans la partie blog que dans la partie site vitrine. Et du coup, Sébastien me tend une perche pour la prochaine question. Il disait à l'instant que 80% aujourd'hui de notre trafic vient effectivement des moteurs de recherche. Et la grosse problématique qu'il y a avec ça, c'est que être premier sur Google ne va bientôt plus suffire. Si vous regardez en fait et vous faites attention à vos comportements sur Google, vous allez voir que quand vous tapez une question sur Google, vous espérez de plus en plus avoir la réponse directement dans les résultats sans avoir à cliquer justement sur un lien pour avoir la réponse. Et donc, l'objectif de Google aujourd'hui, c'est de parvenir à apporter une réponse à ses utilisateurs directement dans les résultats de recherche. Et donc, ce qui va se passer, et notamment avec la recherche vocale, parce qu'aujourd'hui, quand on dit Siri, je vais pas le dire trop fort parce que je vais actionner tout autour de moi, et ça y est, c'est parti, ça va bugger. Mais quand vous parlez à votre assistant vocal, je vous reçois 5 sur 5. Et voilà. Et voilà, ça y est, on est sur écoute. C'est pas mal, ça a un bon effet science-fiction et tout. Mais quand vous allez parler à votre assistant vocal, lui poser une réponse, enfin, vous allez une question et vous allez avoir la réponse directement en vocal. Donc, ça générera pas de trafic sur votre site internet. Et donc, l'enjeu pour vous va être de mener une autre bataille que celle du référencement. Et c'est la question suivante. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai pris. Et peut-être que Sébastien va avoir un angle un peu différent. Mais Fabrice qui nous demande quels sont les canaux de vente. Les nouveaux canaux de vente, ce sont les canaux qui vont vous permettre justement de braquer en fait l'attention des personnes que vous ciblez et de construire en fait une communauté très attachée à vous qui viendra vous voir régulièrement sans passer par les moteurs de recherche. Parce que si vous comptez éternellement sur le trafic Google, vous allez avoir des mauvaises surprises dans les prochaines années. Et l'enjeu pour vous, c'est de commencer déjà à réfléchir à cette bataille de l'attention et à comment aujourd'hui vous pouvez créer une communauté pour avoir un trafic régulier, un trafic engagé, un trafic qui vous fait confiance et qui avance avec vous. Et pour reprendre un peu ce que disait Pierrette tout à l'heure sur est-ce que c'est pertinent de faire un live, etc. Comme ça, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi dans cette optique-là. C'est que moi, demain, ce que j'ai envie d'avoir, c'est que vous veniez régulièrement nous voir sur les réseaux sociaux, que vous vous inscriviez à la newsletter, que vous vous inscriviez peut-être à la chaîne YouTube, en gros que vous nous suiviez régulièrement pour venir nous voir sur le site web sans avoir à passer par Google. Parce que demain, si vous venez que de Google, je vais disparaître parce qu'on ne pourra pas être 100 000 à être premier. Et quand on sera premier, on apportera juste une réponse vocale et une réponse directe dans les résultats de recherche. Et donc, ça générera pas de trafic. Donc, c'est vraiment
c'est vraiment ce que tu dis, Isabelle. Google n'est plus un moteur de recherche, mais un moteur de réponse. Et donc, pour gagner cette bataille de l'attention, il n'y a pas 36 façons de faire. Le but, c'est de générer de la proximité, de l'authenticité pour que les gens vous fassent confiance et créer une vraie relation authentique en fait avec sa communauté. Et ça passe par la vidéo, ça passe par les podcasts. Et donc, si vous nous suivez depuis quelques temps, vous voyez qu'on passe progressivement des articles de blog et du référencement au podcast avec Sur le terrain, à la chaîne YouTube qu'on essaye de faire démarrer tranquillement, à ce type de webinar qui nous permet de partager des bons moments avec vous et une relation un peu différente, etc., etc. C'est comme ça que vous allez gagner la bataille de l'attention. Donc, si je devais répondre moi, d'un point de vue marketing, en tout cas à la question de Fabrice, aujourd'hui, pour attirer des prospects et gagner des clients, je vous encourage vraiment à essayer d'être dans le live, à être dans la vidéo, à être dans l'instantané, à délivrer vos messages dans les formats en fait qui sont très en vogue actuellement, et ça passe par les vidéos, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par les podcasts. Ouais, après la question effectivement, c'était quels sont les nouveaux canaux de vente. Moi, je vais mettre un bémol par rapport à ça parce que encore une fois, nous on est orienté B2B, même si on fait du B2C, mais pour une réponse B2B telle qu'on a l'habitude de la porter, si vous arrivez en B2B à vendre des choses sans passer par un commercial, c'est cool. Alors, il y en a qui le font, hein, des grosses boîtes type HubSpot avec laquelle on bosse. Tu as du Salesforce qui doit faire ça aussi. Il y a des outils d'emailing qui arrivent à vendre en ligne parce que ils ont des tunnels hyper bien foutus, ils ont de l'automation hyper bien en place, etc. Ils ont une grosse force de frappe. Ils ont peut-être des centaines de vidéos sur YouTube, des webinaires on demand, en veux-tu, en voilà. Donc, ils ont une grosse force de frappe ce qui leur permet de faire des trucs comme ça. Et en fait, le canal de vente tel que moi je l'entends, c'est plutôt un canal qui va permettre à un commercial de parler avec la bonne personne au bon moment. Et finalement, quand on parle de prospection et de digital, et moi c'est ce qui m'a animé, hein, c'est aussi ce qui nous a rapproché avec Ludo. Moi je suis plutôt sur la partie commerce et Ludo sur la partie market. C'est de me dire, ok, mais moi en fait j'en ai marre d'appeler des gens pour leur parler et on n'a rien à se dire entre guillemets parce que je viens leur vendre un truc et ils ont pas envie d'acheter, ou ils sont pas dispo, ou alors ils me font tourner en bourrique parce que du coup c'est super cool ton truc mais ils t'achèteront jamais. Et finalement moi toute ma réflexion c'est de me dire comment est-ce que je peux être le plus efficace possible. Et effectivement le fait de mettre en place différents canaux, tout à l'heure on parlait des différents types d'outils pour contacter et joindre les prospects. Ben ouais, en fait, il y a du mail, il y a de la vidéo sur YouTube, il y a du coup de téléphone, il y a du salon. En fait, il y a plein de techniques différentes qui peuvent se mettre en place pour arriver à avoir des clients au téléphone. Mais aujourd'hui, les canaux digitaux, pour moi, ils ont un seul objectif en B2B, c'est de mettre la bonne personne en face du commercial chez vous. Très bien dit. Du coup, on a une remarque ensuite de Zineb, qui n'est pas une question, mais qui fait très plaisir, donc on va la lire. Je n'ai pas de question, mais j'en profite quand même pour vous remercier pour cette initiative. Bah écoute, merci Zineb. Et du coup, je bois un coup à ton message. Ensuite, on a une question d'Alex qui est très intéressante et je pense qu'il va concerner plusieurs personnes ici, et c'est dommage, je crois que Quentin et Morgane, je ne sais pas s'ils sont encore là, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat si c'est le cas, parce que je vais parler de vous. Alex nous pose la question de quel outil pour centraliser ses actions, les boîtes, les numéros qu'on a appelés, etc., etc. Donc là, ma réponse, c'était de lui dire, il te faut un CRM, et il nous dit derrière, en complément de sa question, sans passer par un CRM cher, alors qu'on est tout seul. Et donc là, moi, ma réponse, elle est toute simple, c'est qu'il y a des solutions CRM gratuites, et typiquement, il y a le CRM d'HubSpot qui est très bien foutu et qui vous permet de faire tout un tas de choses pour non seulement bien renseigner vos contacts et avoir des fiches contacts complètes, mais aussi pour traquer les comportements et suivre l'évolution de vos contacts en fonction des actions marketing et commerciales que vous faites. Et quand on parle d'HubSpot, il y en a peut-être certains d'entre vous qui le connaissent ici, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Et bien souvent, on va dire que c'est pour les grosses entreprises, pour au moins les PME, etc., qu'il faut des marketeurs, des commerciaux pour le gérer. Mais si vous recherchez simplement un CRM, vous pouvez l'utiliser et il n'y a pas besoin d'être 36. Et on a plusieurs personnes dans le chat, notamment Guillaume et Quentin et Morgane, du coup, que vous avez vu tout à l'heure en début de webinaire. Ils sont tout seuls. Ils utilisent HubSpot CRM pour bien qualifier leurs prospects, pour bien renseigner les fiches contacts, pour bien traquer les emails, pour bien suivre peut-être les clics dans les emails, etc., pour suivre l'avancée de leurs prospects dans leur réflexion d'achat. Donc là, je vous encourage vraiment à regarder le CRM d'HubSpot gratuit pour le coup, toujours. Et n'hésitez pas à nous contacter parce que nous, on connaît très bien l'outil puisqu'on l'implémente chez des clients depuis des années maintenant. N'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn et à surtout contacter Sébastien, qui est la partie commerciale, finalement, qui aura le meilleur feedback pour vous. Il vous expliquera vraiment comment faire pour bien utiliser le CRM et comment en tirer de la valeur.
Ouais, alors après, ça c'est gratuit. Il y a des trucs qui sont forcément payants et sans dépenser des tonnes de pognon. Ça fait 3 ans qu'on bosse ensemble avec Ludo, donc 3 ans qu'on est en partenaire de HubSpot. Et avant ça, moi, j'avais lancé une petite activité avec un de mes potes et on avait fait ce truc à la mano, quoi. En gros, fichier Excel et j'ai même fait de l'automation à la mano. Donc, ce qui n'a aucun sens quand je le dis à la suite, hein, automation à la mano, ça n'a pas de sens. Par contre, je m'en mêlais les pinceaux à fond, quoi. On avait peut-être 400, 500 adresses mail qu'on avait scrapbookées en ligne, qu'on avait chopé avec des outils. On envoyait des emails et on faisait une sorte d'automation avec un cadencier. Mais ça me prenait un temps de dingue. Sur Excel, c'est compliqué parce que on a un coup de téléphone, on remplit une sorte de compte rendu sur une ligne qui est dégueulasse parce qu'elle va faire 1500 caractères, ou alors on fait un renvoi de texte et du coup on a des cellules qui sont, enfin, tout est très dégueulasse en fait. Et il y a des CRM qui vont coûter 10, 15 euros par mois, mais honnêtement, ça vaut le coup parce que le temps que tu vas perdre à chercher de l'info que tu as stocké, tu sais pas comment, arriver à la retrouver, à la rendre intelligente, pertinente, à mettre en place des outils, enfin des outils que t'as pas d'outils, donc tu es obligé de faire tout à la main. Et c'est une galère pas possible. Donc, effectivement, tu as ce CRM Spot qui est quand même plutôt pas mal et qui est plutôt cool et qui est gratuit. Après, tu as des add-ons qui sont un peu payants, mais qui vont pas chercher non plus dans des sommes folles et qui peuvent t'apporter vachement de confort dans ce que tu fais. Et encore une fois, l'idée d'avoir des outils, c'est de se dire à quel point je peux être hyper efficace dans ce que je fais. Et l'idée, encore une fois, c'est mettre les bonnes personnes en face au bon moment. Et si tu passes ton temps à aller chercher de l'information sur tes fichiers Excel, tu vas perdre du temps et tu vas pas être efficace et tu vas peut-être même pas trouver les infos dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. J'aime bien la remarque de Mathilde qui dit, j'adore quand un prospect me dit au téléphone, non, je n'ai pas eu votre mail, et qu'HubSpot lui dit, XX, le nom du prospect, a ouvert votre email. Ça arrive souvent, et effectivement, si vous utilisez le CRM HubSpot, vous allez voir que vous allez recevoir directement des notifications qui vous disent quand un email est ouvert. Et effectivement, ça nous arrive parfois qu'un prospect ait ouvert le mail 10, 12, 15 fois, et parfois plus. Des fois, il y a des gens, on se rend compte. Ils aiment bien ouvrir les, quoi. Et ils me disent non, j'ai pas reçu votre email. Ça, effectivement, ça arrive. J'ai Cédric qui me pose la question de que pensez-vous des plateformes de mise en relation microservices comme 5 euros ou sortlist.fr. Là, Cédric, tu me tends une perche pour parler d'un contenu que je vais publier très bientôt, que j'ai appelé le code du sushi. J'en ai déjà parlé dans le webinaire précédent, mais ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et qui nous suivent depuis un petit moment savent que je suis fan de sushi et que j'en ai pas mangé depuis très très longtemps et que du coup j'ai les mains qui tremblent et que ça devient très très compliqué. Mais en fait, dans ce contenu-là, je vais expliquer pourquoi je suis devenu fan du sushi, mais surtout vraiment les principes philosophiques que j'ai tirés du sushi pour justement m'améliorer au quotidien en fait. Il y a plein de choses là-dessus et je vous encouragerai vraiment à lire ce contenu quand il sera sorti parce que je pense que ça vous parlera. Et en fait, dans ce contenu-là, j'explique que dans les sushis, il y a un gars qui s'appelle Maître Giro, qui est le seul maître sushi à avoir eu 3 étoiles au guide Michelin, donc qui est vraiment la crème de la crème d'un point de vue sushi. Et à côté de ça, on a des planètes sushi, on a des sushi shops, on a des chaînes de sushi. Et effectivement, il y a 2 niveaux peut-être de qualité différentes, il y a 2 systèmes de distribution différents, etc., etc. Donc ce sont 2 approches différentes du sushi, mais ce sont une même solution qui est la solution du sushi. Et dans ta question, Cédric, qu'en pensez-vous des solutions un peu low cost finalement pour générer des leads ou pour créer du contenu, pour externaliser des choses, etc., etc. J'ai envie de te dire que il y a du Planet Sushi et il y a du Maître Giro. Donc nous on est plutôt dans la partie Maître Giro clairement, mais les 2 sont indispensables parce qu'aujourd'hui, moi, mes sushis, je les mange pas chez Maître Giro. Il est au Japon et je suis même pas sûr qu'ils sont encore vivants. Si. J'ai regardé avant le live. Maître Giro est encore en vie. Il est vieux, hein. Il est tout vieux, mais il a 85 ans à l'époque du reportage Netflix. C'était il y a 7-8 ans. Donc, du coup, s'il est encore vivant, tant mieux pour lui. C'est que les sushis, ça préserve. Mais grosso modo, je sais plus ce que je disais. Du coup, tu m'as interrompu. Il fallait les 2, que c'était important. C'est hyper important parce que moi, mes sushis aujourd'hui, je les mange pas chez Maître Giro. J'ai pas l'argent, je suis pas au bon endroit et du coup, je suis obligé de me rabattre sur des chaînes de sushis qui sont très bien finalement pour ce que moi j'ai dans mon quotidien, ce que je veux dans mon quotidien. Et du coup, c'est un peu pareil pour ces solutions-là. Au départ, tu m'aurais posé cette question-là il y a 2-3 ans. Je t'aurais dit, c'est de la merde. Je comprends pas que les gens balancent leur argent là-dedans. C'est n'importe quoi. Et je pense à d'autres solutions, type Jalis, type page jaune, etc. J'avais un avis très tranché sur ces trucs-là. La vérité, c'est que d'un point de vue qualité, j'ai mon avis que je donnerai pas aujourd'hui, mais vous l'avez compris. Par contre, je suis convaincu que ces solutions-là ont leur utilité parce qu'ils permettent à des entreprises plus petites qui n'ont pas de budget d'être quand même visibles sur Internet. Alors, la manière est peut-être crade, la
n'est peut-être pas la bonne. Effectivement, quand on arrête d'investir dans ces solutions-là, pardon, on perd notre référencement, on perd en visibilité, etc., etc. Mais de mettre 15 euros par mois pour avoir ces solutions-là, et il y a Romain, je crois, qui est dans le chat, qui utilise aussi ce type de solution-là, donc il pourra vous apporter son retour d'expérience. Mais ces entreprises-là, elles ont 15, 20, 30, 100 euros, 200 euros par mois à mettre dans du marketing digital. Elles pourront pas travailler avec nous, en tout cas pas avec nos solutions en présentiel, parce que nous, on fait du sur-mesure et donc on rentre dans les détails, donc on est un peu plus cher que ça. Et du coup, il faut les deux. Donc, je pense vraiment, pour répondre à ta question, Cédric, il faut les deux. Et c'était aussi l'occasion pour moi, c'était une page tendue pour parler d'Asushi Code qui sortira bientôt. Et je vous encourage à vous inscrire à la newsletter, à me suivre sur les réseaux sociaux pour le voir. Et ensuite, je vais passer à une autre question, donc du coup, qui est justement une question de Romain dont je parlais tout à l'heure, qui… Il y avait juste une question entre deux sandwichs. Isabelle, pardon, qui nous demande HubSpot ou Sendinblue pour les débutants. Réponse que je fais souvent, ça dépend. Ça dépend parce que ça dépend ce que tu souhaites en faire, ça dépend où tu veux aller, ça dépend d'où tu pars, ça dépend comment tu veux évoluer. Les deux solutions sont bien. Maintenant, si tu veux qu'on en parle et que je te présente, que je comprenne ce que tu veux en faire et que je te dise oui c'est cool, non c'est pas cool, et que je t'explique pourquoi surtout, on peut en parler. Voilà, c'est juste un petit aparté avant la question de la question de Romain. Donc du coup, la question de Romain, oui, j'étais en train de rigoler avec Isabelle dans le chat sur Maître Gims, mais pour ceux qui vont nous suivre en replay sur YouTube, ils ne voient pas le chat, donc ils pourront pas profiter de ce super moment. Sinon, donc du coup, la question de Romain qui est: LinkedIn est certainement le meilleur réseau social pour prospecter. Clairement, en B2B, je vais pas remettre en cause ce postulat. Je n'ai pas de compte premium. Ça, c'est une question qui revient assez souvent. Quels sont les tips pour prospecter alors que je suis restreint sur pas mal de fonctionnalités? Bien souvent, on nous pose la question de OK, LinkedIn, c'est hyper pertinent et je comprends pourquoi. Est-ce qu'il me faut un compte premium ou non? Et la vérité, c'est que vous pouvez vraiment faire des belles choses sans avoir de compte premium. Après, moi, j'ai un avis qui est très tranché là-dessus et vous le retrouverez peut-être pas dans d'autres agences ou auprès d'autres consultants, experts, spécialistes, appelez comme vous voulez, de la prospection digitale. Mais je suis persuadé que pour bien utiliser LinkedIn, il faut un réseau suffisamment vaste, en fait, et donc d'accepter suffisamment de demandes de contact pour avoir un maximum, en fait, de personnes en relation de second degré. Parce qu'en fait, LinkedIn vous bride principalement dans les fonctionnalités pour toutes les personnes qui sont en dehors de votre réseau, et donc à partir du troisième degré. Et donc, si vous avez un contact qui peut vous mettre en relation avec un autre contact, donc les relations de second degré, vous pouvez leur envoyer des messages privés, vous pouvez leur envoyer des connexions, vous pouvez tout faire d'un point de vue prospection. Donc, je pense que là-dessus, c'est la première réponse que j'apporterai à Romain. Essaye d'élargir ton réseau en ajoutant pas à n'importe qui dans ton réseau, mais en essayant d'ajouter des clients de tes clients, des prospects potentiels, peut-être même des anciennes relations d'études dans les anciens jobs, etc., etc. Parce que plus tu auras de contacts, et donc passer la barre des 500 et plus tu auras de relations de second degré et moins tu seras bridé dans ton utilisation gratuite de LinkedIn. Et la deuxième solution, et c'est la solution qui va demander le plus de temps et qui fait écho à tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est partage du contenu à forte valeur ajoutée régulièrement sur LinkedIn. Et tu auras des demandes de connexion qualifiées de manière quotidienne, très régulière, et ça te permettra d'élargir ton réseau et du coup d'avoir aussi un plus fort potentiel de prospection, pardon. Et ça, c'est une réalité parce que moi, je publie régulièrement du contenu sur LinkedIn. J'ai des personnes qui like, qui commandent mes posts et je reçois chaque jour, alors peut-être 10, 12, 15 demandes de contact. Alors maintenant, moi, j'ai un réseau assez large de plus de 5000 connexions, donc forcément, ça va un peu plus vite. Mais je reçois quotidiennement des demandes de connexion et ça me permet d'élargir mon réseau et d'avoir des prospects qui viennent directement à moi et du coup, de pouvoir rentrer en contact avec eux derrière. Donc vraiment… étends ton réseau au maximum et partage du contenu à forte valeur et tu verras que tu auras des contacts entrants plutôt que d'aller prospecter toi-même tes contacts. Et après, pour répondre à l'inverse de ta question, si vraiment ça fonctionne pas assez vite par rapport à ce que tu as envie de faire, le fait d'investir dans des outils, c'est quand même cool. Même si effectivement, ça peut représenter un coût. Encore une fois, un outil, alors on avait fait un article là-dessus sur les outils pour les sales, et on avait pris la définition de Wikipédia pour définir ce qu'était un outil. Un outil, ça va te servir à faire des choses que tu pourrais pas faire en tant qu'humain à la main. Et donc, ça veut dire que si tu as envie de scaler et d'aller un peu plus vite en respectant des bonnes pratiques, investir dans un outil, c'est pas mal. Tu peux avoir des comment dirais-je, des mois gratuits ou des choses en grattant un petit peu, ce qui permet déjà de te lancer. Mais honnêtement,
ce qui est intéressant, c'est de parler aussi avec des entrepreneurs, en fait, ou des mecs qui sont un peu tout seuls ou qui se lancent, etc. Tu leur demandes. Et t'as des mecs qui vont te dire, au début, effectivement, je comptais mes sous, je faisais gaffe, etc. Clac, clac, clac. Et t'as des mecs, moi, j'en connais, Yvan, que Ludo connaît aussi. Il me dit, aujourd'hui, mais je claque 1500 balles par mois. Alors, c'est encore différent, c'est d'autres échelles, etc. Mais il claque 1500 euros dans des outils parce que ça lui fait gagner un paquet de temps, quoi. Et il dit, en fait, le temps que je passerai à faire ça, en fait, ressource temps argent, en fait. Est-ce que ton temps, t'es mieux à le dépenser avec tes prospects ou à galérer avec un outil, à essayer de gratter des adresses mail à la main? Carrément. Et du coup, on a Romain qui qui va un peu dans ce sens-là et qui nous explique que c'est vraiment ce qu'il fait sur LinkedIn et que du coup, ça génère des prospects. Ensuite, il avoue, et c'est bien d'être honnête, et je pense que beaucoup d'entre nous pourraient l'avouer, c'est que tu ne publies pas assez et que du coup, tu sais pas quel sujet vraiment aborder. Et je sens bien que c'est une problématique pour beaucoup d'entreprises. Romain, je te revois à tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, pardon, c'est que parle des problématiques de tes clients. Et si je dis pas de bêtises, et peut-être que je me trompe totalement, et du coup, pardon Romain, mais je crois que Romain, c'est mon prestataire qui gère la maintenance de ma chaudière. Et, donc du coup, tu valideras, Romain, que je dise pas de bêtises, mais il y a plein de sujets à traiter. Alors déjà, comment gérer la maintenance de la chaudière, comment comprendre une panne de chaudière, etc. C'est des problématiques, moi, qui peuvent me concerner. Mais au-delà de ça, mes problématiques dans une situation comme celle qu'on connaît aujourd'hui avec le Covid-19, où il y aura peut-être une perte de chiffre d'affaires, où il y aura peut-être des restrictions budgétaires à faire d'un point de vue perso, je veux comprendre comment consommer moins d'eau, je veux comprendre peut-être comment certains réglages, et tu me l'as très bien montré quand tu étais chez moi au moment de la remise en marche de ma chaudière, qu'il y avait certains réglages qui me permettaient de consommer moins d'énergie, moins d'eau, d'avoir la température optimale, etc. pour faire des économies. C'est ces choses-là finalement que tu dois présenter. Ah c'est pas toi Romain, mais du coup c'est pas grave, je donne un exemple. Mais t'es dans la personnalisation de textiles et de goodies. Du coup je vais pas me risquer à refaire une démonstration et je vais vous demander de vous contenter de celle-ci et j'enverrai du coup la vidéo au vrai Romain parce que du coup ça va lui apporter de la valeur. Mais l'enjeu c'est vraiment ça. C'est aujourd'hui, oui, tu es dans la personnalisation de textiles et de goodies, donc ton objectif c'est d'apporter de la visibilité. Isabelle qui se marre, c'est pas sympa. C'est d'apporter de la visibilité du coup à tes clients et du coup de leur permettre d'avoir une bonne image de marque et peut-être de fédérer les équipes, etc. Publier des contenus là-dessus. Comment être plus visible, comment réussir un événement, comment fidéliser ses collaborateurs, etc. Et à toutes ces questions, tu remarqueras que peut-être d'avoir des goodies ou d'avoir un uniforme d'entreprise peut répondre à ces solutions-là. Et donc, il y a plein de questions. Mais justement, justement, Isabelle qui dit Romain, veux-tu faire des masques? Effectivement, ça peut être une solution. Mais pose les questions à tes prospects. Aujourd'hui, quelles sont les problématiques que vous rencontrez au quotidien? J'ai bossé sur un cas comme le tien avec des étudiants à moi. Les étudiants avaient posé des questions au club de foot au club de sport qui étaient certaines de leurs cibles. Quelles sont vos problématiques dans l'organisation d'événements, pour bien gérer des événements autour de l'événementiel, etc., pour attirer des licenciés, etc. Et du coup, d'avoir des informations autour de ça, ça leur permettait de créer du contenu et d'inciter progressivement leur cible à envisager la personnalisation de tenue comme une solution. Et donc, c'est vraiment intéressant. J'enchaîne avec les questions parce le temps passe et mine de rien, il reste quand même peut-être 5-6 questions. On a une question de Aude, et là, on va y répondre très, très rapidement parce qu'elle nous tend une belle perche là aussi. Quelle formation conseillez-vous pour se former à la communication sur le web? Là, c'est la perche pour l'instant promo, donc on va aller très vite, mais je vous conseille nos formations. On a des formations, que ce soit en visio-coaching ou en présentiel, quand on va pouvoir ressortir après le déconfinement, qui sont notamment finançables. Là, il y a plein d'options pour financer vos formations, notamment dans la situation actuelle. Avec la récession, il y a plein de choses qui sont mises en place. On n'est pas au courant dans les médias, mais nous, on a des informations vu qu'on est organisme de formation. Contactez-nous pour ça. Je vais pas m'éterniser là-dessus, mais contactez-nous sur LinkedIn ou par mail et on vous apportera des informations. On aura aussi des formations en ligne. Donc, du coup, ça vous permettra d'avancer plus en profondeur sur tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et pour répondre à ta question, Aude, j'avoue que je me sers de cette question pour faire un peu de promo et vous inciter à nous contacter. Mais j'imagine que derrière ta question, c'est plutôt de savoir quelle formation dans les écoles ou les universités, suivre pour pouvoir bosser dans la communication digitale ou faire du marketing digital. Là, je te répondrai quelque chose que je réponds toujours. La meilleure formation que moi, j'ai eue pour le faire, c'est quand j'ai créé mon premier blog sur une Dreamcast à partir d'un modem Wanadu 56K. Les plus anciens sauront de quoi je parle. C'est comme ça que j'ai appris. Et tout ça pour te dire que c'est pas pour rien que mon podcast s'appelle Sur le terrain.
c'est que la meilleure manière de te former au marketing digital, à la communication web, c'est de tester des trucs gratuitement sur Internet, de créer des comptes sur les réseaux sociaux, de te créer un site web, de tester l'emailing, de tester plein de choses, de tirer des conclusions de tout ça et de le mettre en avant auprès des recruteurs. Et tout ça pour te dire que moi, je reçois toutes les semaines des candidatures de grandes écoles, d'universités, de masters, de licences, qui me disent « Je suis passionné par le marketing digital, j'aimerais bosser dans votre agence, le fameux copier-coller dont on parlait tout à l'heure, etc. C'est aussi valable dans le recrutement. » Et quand ils me disent je suis passionné je suis passionné par le marketing digital, je leur demande qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous pouvez me montrer pour voir un petit peu votre niveau de compétence. Rien, j'ai pas d'expérience. Ça, c'est inacceptable dans les métiers du marketing digital et de la communication web. C'est qu'aujourd'hui, tout est gratuit, tout est à portée de main. On peut tester des choses. Créez votre site web, mettez votre CV en ligne, créez un réseau social, partagez votre veille, testez des trucs, lancez une newsletter. Tout ça, c'est facile à faire, c'est actionnable et vous pouvez vraiment tirer des conclusions et une vraie expérience de ça. Donc, au-delà des diplômes, vraiment, testez des choses et je pense que ça aura plus de valeur pour votre carrière. Ouais, putain, il y a un truc aussi, qu'on s'applique à nous-mêmes, il faut qu'on essaie de s'appliquer un maximum, c'est de pas avoir peur de se planter en fait, ou de faire des trucs de merde. Ça arrive, hein, tout le monde, on n'a jamais appris à marcher du premier coup et à jamais tomber, ou etc. Il y a des gens qui sont très très doués, qui arrivent à tout faire du bien du premier coup. C'est pas le cas de tout le monde, et honnêtement, c'est peut-être 95% des gens qui font des trucs, un peu pourris au départ, et ça nous sert parce qu'aujourd'hui on fait des choses, on regarde 6 mois après ce qu'on a fait, on se dit oui, effectivement, c'était pas top. Par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est mieux. On fait mieux aujourd'hui. Mais si tu te lances jamais, finalement, tu n'as aucun moyen de comprendre si tu as bien fait ou pas. Et c'est beau pour plein de choses. Mais ce webinaire-là, par exemple, peut-être que dans 6 mois, on va regarder, on va dire, hey, c'était pas mal. On fait mieux aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était pas mal. Mais toujours, effectivement, avoir cette notion de prise de risque, et entre guillemets, prise de risque en ligne, ça va. C'est pas une folie. Il y a effectivement, tu veux tester des choses, tu vas sur OVH, en ce moment les meilleurs potes de Ludo, OVH, où les sites plantent pas mal, il y a quelques soucis. Mais tu vas sur OVH, t'as un prix à 7 ou 8 euros par an d'hébergement, un truc comme ça. Tu prends une dizaine d'euros en tout cas, donc oui. Ouais, c'est même pas 20 euros à l'année. Tu prends un WordPress gratuit et puis derrière tu testes des choses, quoi. Il y a un terrain de jeu qui est assez vaste, donc il faut pas hésiter à tenter les choses. Il y a David qui me dit il va falloir attaquer la prochaine. J'attaquerai la prochaine, mais en famille après, du coup. Mais je vais l'attaquer. Et pour rebondir un peu sur ce que dit Sébastien, et peut-être sortir aussi un peu des thématiques autorisées finalement du marketing et du commerce. Là, on est vraiment dans l'enjeu du fait est mieux que parfait. Le webinaire qu'on fait ce soir, très clairement, il y a 1 an, on l'aurait jamais fait, même si on avait eu l'idée. Parce que c'est pas parfait, parce que on a peut-être mal communiqué, parce que on n'est peut-être pas assez prêt pour répondre aux questions, parce qu'il y a plein d'inconnus finalement, et que le résultat va pas être parfait. Et ça, on est beaucoup à avoir cette problématique-là de vouloir faire le truc parfait et d'attendre la perfection avant de faire. Et ça, des événements personnels, que ce soit pour moi ou pour Sébastien, nous ont permis de nous rendre compte que c'était pas la meilleure solution, et que du coup de tester ce soir, finalement, vous nous direz dans le chat si c'est le cas. Mais je pense qu'on passe un bon moment. Je pense que le résultat est au rendez-vous. Je pense qu'on vous apporte de la valeur. Il y a Isabelle qui nous dit vous êtes parfait, c'est très très gentil. Merci Isabelle. Mais voilà, ça il y a 1 an on l'aurait jamais fait. Et ça c'est un truc hyper important. On parle souvent de syndrome de l'imposteur. On parle souvent de ces choses-là, des blocages psychologiques qu'on peut avoir qui nous empêchent de faire des choses. Aujourd'hui, on vous dit quoi? On vous dit de publier du contenu sur les réseaux sociaux, de publier du contenu sur vos sites web, de tenter des trucs. On sait très bien, au fond, là, on est encore 35 à cette heure-ci, on sait très bien que 33 ou 32 d'entre vous ne feront jamais ce qu'on a préconisé. Parce que j'ai peur de pas bien le faire, parce que j'ai peur de me tromper, parce que j'ai peur de prendre un tir, parce que j'ai peur de l'échec. Mais la vérité, c'est que les 3 ou 4 personnes qui vont le faire vont m'envoyer un message privé sur LinkedIn ou vont nous envoyer un email pour nous dire « Merci de nous avoir dit cette préconisation-là. J'ai tenté de contacter un prospect sur LinkedIn en lui partageant un article. Il m'a répondu, j'ai rendez-vous avec lui la semaine prochaine. » Il n'y a pas de mystère. Testez des trucs, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent pas, il y a des trucs qui marchent aujourd'hui qui marcheront plus demain. Il y a des trucs, vous allez vous foirer complètement et peut-être que finalement avec ce webinaire-là, le résultat sera pas attendu et ça va générer des critiques ou je ne sais guère. Mais la vérité, c'est que généralement quand vous allez faire des trucs, derrière vous serez content de l'avoir fait et comme nous ce soir, on sera content d'avoir fait ce webinaire-là. Faites des trucs et là on déborde vraiment du sujet, mais je pense que c'est important aussi d'évoquer ces thématiques-là parce que ce soit pour le commercial
Sandra qui nous dit si j'ai commencé, je vous tiendrai au courant. Bah voilà, tu fais partie des 3-4 qui vont tenter des trucs. Merci à toi. Cédric qui nous pose une question, on va répondre après du coup, après les autres questions parce que c'est une question un peu personnelle, mais on va y répondre. Mais vraiment tenter des trucs sur le web, vous pouvez tenter des trucs. Et quand on vous dit j'ai peur des commentaires négatifs, j'ai peur que ça détruise mon image, c'est une vraie crainte que j'avais il y a encore un an. Ah, Isabelle, on n'est pas frères. Attention spoiler. La question de Cédric, c'était comment vous vous êtes connus, Ludo et Seb. Donc on va répondre à ça, mais on n'est pas frères. On vous laisse deviner dans le chat si vous voulez. Mais vous pouvez deviner, on en parle souvent. Mais tout ça pour dire, je sais plus ce que je disais. Du coup, je me suis éparpillé. Je disais quoi? Je disais. Avant, on n'aurait pas fait ça. Avant, on n'aurait pas fait ça. Et je disais autre chose. Bah du coup, je me suis perdu et c'est pas grave. Bah, du coup, ouais, ma punchline n'est pas parfaite et finalement, c'est pas grave. Bah c'est pas grave. Je vais passer à autre chose parce que je me suis complètement perdu. Ça va revenir, c'est pas grave. Il nous reste 5-6 questions. Ouais, il nous reste une question d'Isabelle et on a assez répondu, donc on va avancer rapidement sur cette question. Mais Isabelle nous posait la question de pour une création d'activité, comment constituer sa base mail? Est-il éthique de prospecter sa base mail perso? J'ai plus de 1000 contacts accumulés en 15 ans de Gmail. Là, la réponse que nous, on va te proposer, c'est ça dépend de ton persona. Travaille ton persona, va voir sur notre chaîne YouTube Ludovic Salen et tu vas voir une vidéo qui t'expliquera comment faire. Si ta base mail perso correspond à ton persona, fais-le. Et la question, c'est, est-il éthique de le faire? La réponse, c'est, ça dépendra de la manière dont tu le fais. Si tu poses des emails pour vendre ton produit et parler que de toi, je sais pas si c'est éthique ou non, mais en tout cas, tu n'apporteras pas de valeur et tu vas saouler tes contacts. Par contre, si tu le fais en apportant de la valeur, en abordant les vraies problématiques que peut avoir ton réseau, en leur apportant des réponses aux questions qui peuvent se poser, là, ce sera éthique et ce sera surtout bienveillant et ça apportera de la valeur. Et repenser au principe de réciprocité qu'on a vu tout à l'heure, tes contacts se sentiront redevables de la valeur que tu leur as apportée et ils te donneront quelque chose en retour. Et là, je vous encourage vraiment à aller écouter, parce que du coup, c'est un podcast. Écoutez le podcast que j'ai fait avec Ipli. Ipli, c'est une entreprise qui lance une solution de packaging, donc pour le e-commerce, mais de packaging réutilisable, de colis réutilisables. Et du coup, avec Ipli, on parle justement de cette problématique-là. Ipli, c'est une société qui a été créée fin 2019 et les deux fondatrices, qui sont Anne-Sophie et Léa, ont justement développé leur réseau professionnel pour Ipli depuis leur base personnelle et on parle vraiment de ça dans le podcast. Je vais vous mettre le lien quand Sébastien va reprendre la parole dans le chat, mais je vous encourage vraiment à écouter ça. Non, il y a eu des propositions. Non, on n'est pas cousins, on n'est pas frères, on n'est pas ensemble non plus. Non. Non, pas de tout ça. On s'est connus à la fac il y a une dizaine d'années. Alors souvent je dis 10 ans, mais comme ça fait quelques années que je dis 10 ans. Il dit 10 ans, donc je vous laisse faire le calcul. Hein. Ça fait quelques années que je dis 10 ans. Voilà, pour en gros, à la fac ensemble. Et du coup, l'histoire, c'est effectivement que Ludo a fait du market après. Moi, j'ai fait que de la vente. Et on s'est retrouvés, du coup, il y a plus de 3 ans maintenant, a toujours beaucoup échangé par rapport à ce qu'on faisait dans nos vies et dans nos boulots. Et finalement, on s'est rendu compte que Ludo avait commencé à lancer son blog en 2013. Et quelques années après, on a commencé à discuter d'un peu des outils, des freins qu'on pouvait avoir, des trucs dans les boîtes. C'était compliqué parce que ça avançait pas comme il fallait, etc. Et du coup, on s'est rendu compte aussi autour de ces discussions-là que on avait commencé à utiliser des outils du web marketing, mais de manière différente. Forcément, Ludo avant moi, parce que web market, il avait fait assez vite le rapprochement, il avait sauté le pas du web avant moi. Et du coup, moi, j'ai commencé à utiliser des outils du web marketing un peu après, et on s'est rendu compte qu'on utilisait quasiment, les mêmes. On utilisait des outils qui étaient très proches d'un point de vue market pour Ludo et commerce pour moi. Et on s'est dit, ça a l'air cool, ça. Et du coup, donc toute la notion et les thématiques autour de la génération de leads, de la transmission des leads du marketing au commerce, du commerce au market, de l'alignement de ces deux départements qui communiquent peu ou pas, ou qui comprennent pas ce que fait l'autre, etc. Et en fait, en traitant tout ça, en creusant, on s'est rendu compte qu'il y avait des outils qui traitaient de ça. On s'est rendu compte que au-delà des boîtes dans lesquelles on avait pu évoluer, il y avait ces problèmes-là, mais elles étaient présentes dans beaucoup d'autres. Et en fait, on a eu cette idée-là. Et une idée, c'est cool, hein. Des idées, c'est super, mais ça reste qu'une idée. Et du coup, l'idée, on l'a mis sur le grill, on l'a tordu un peu dans tous les sens. On a commencé comme ça et on a construit finalement ce qu'on fait aujourd'hui autour de tout ça avec plein de ramifications parce qu'effectivement, vous l'aurez compris, hein, le web est assez sérendipité, c'est ça, j'ai bien dit, ouais. Ça t'amène d'un lien jusqu'à un autre avec tout un chemin. Et finalement, on aide aujourd'hui nos clients à faire un peu tout ça, en fait, à
à comprendre que quand ils mettent le doigt sur un truc au niveau du market, bah, ça va atteindre jusqu'au service après-vente, en passant par le commerce, en passant par la livraison, en passant par l'image de marque. Et donc tous ces sujets-là sont extrêmement liés et ça nous fait kiffer aujourd'hui de faire tout ça. Donc on s'est cogné à la fac et du coup l'évolution nous a amené aujourd'hui à faire ce webinaire en fait, ce webinaire apéro. Ouais. Exactement. Bon, du coup, j'ai rien à rajouter par rapport à ça et on va avancer sur les questions de manière un peu rapide pour pas vous retarder dans votre soirée et le dernier week-end du confinement. Plus d'apéro que de webinaire, Ludovic. Comment? À l'époque, on faisait plus d'apéro que de webinaire, mais ça, c'est. À l'époque, on faisait que des apéros, même, j'ai envie de te dire. Mais on va pas rentrer dans les détails pour l'instant. On restera peut-être en off après avec les plus motivés. On a une question de Guillaume ensuite qui nous dit: j'ai pas encore de site internet pour ma société, uniquement une page LinkedIn et un compte Twitter. Je ne vends pas de produits, mais de la prestation. Puis-je faire de la prospection? Bah là, ma réponse, elle est hyper simple. Oui, tu peux faire de la prospection. Oui, tu peux appeler les gens. Oui, tu peux démarcher. La grosse problématique que tu vas rencontrer, et là, je vous renvoie à tout ce qu'on vous dit depuis tout à l'heure, c'est que 75% des gens que tu vas contacter ne sont pas prêts à écouter un discours commercial, ont besoin d'être éduqués et d'avancer dans leur réflexion d'achat avec du contenu. Et du coup, pour le faire, tu vas devoir les renvoyer quelque part. Et si tu n'as pas de site internet, ça va être très compliqué. Donc, oui, tu peux prospecter, mais sans site internet aujourd'hui, très souvent, tu auras la remarque aussi que Sébastien aime bien décrire de quand tu prospectes, on va te dire, bah non, j'ai pas le temps, envoyez-moi un lien vers le site internet et je regarderai ce que vous faites. Si t'as pas ça, ça va être effectivement très compliqué. C'est vrai. Tu voulais rajouter un truc où on enchaîne? Ouais, en 2 mots, ce que j'ai vécu moi en tant que commercial, bah, du coup là je vais donner un chiffre. Hein, depuis 2009, moi j'ai commencé à faire ce taf-là. De plus en plus au fil des années, effectivement cette thématique elle est rentrée beaucoup plus vite dans la discussion au fil des années sur le lien du digital qui rentre beaucoup plus vite dans une relation commerciale qu'avant. Dans le sens effectivement, envoyez-moi un lien vers votre Bon, en fait, je craque, hein, désolé. Envoyez-moi un lien vers votre site, envoyez-moi un lien vers des choses que je puisse voir en ligne. Et c'est un élément qui, effectivement, arrive de plus en plus vite. Donc, si tu n'as rien en ligne ou si tu démarches une cible sur laquelle tu n'as aucun contenu sur ton site, ça risque de te poser plus un problème que d'être une véritable aide par rapport à toute ta démarche commerciale. Complètement. Ensuite, on a une question de Ségolène qui nous demande les techniques pour rendre un emailing attrayant et générer du clic. Là, du coup, c'est pareil, je vais faire une remarque, enfin une réponse rapide et je vais te renvoyer vers un article de blog qu'on a fait qui expliquera bien tout ça. L'enjeu aujourd'hui, via les emailing, c'est vraiment de faker, de feindre un email que vous envoyez en one-to-one. C'est vraiment l'enjeu aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois encore des emailing qui, quand je les reçois dans ma boîte de réception, j'ai le fameux message dans le preview de l'email qui dit « Si vous ne voyez pas cet email correctement, cliquez sur le lien pour le voir dans le navigateur. » Ça, c'est juste inacceptable aujourd'hui parce que ça envoie un signal automatique dans le cerveau de vos prospects et des destinataires de votre email qui dit « C'est un emailing. » Donc, c'est de la publicité, donc c'est du spam, donc je le mets à la poubelle. Et donc, vraiment, l'enjeu pour vous, c'est d'envoyer un email qui ressemble le plus possible à un email que vous enverriez à un collègue, à un ami, à une relation très, très proche. Et donc, c'est pour ça que nous, on encourage de plus en plus souvent, et je sais qu'il y en a qui seront peut-être pas d'accord, et vous pouvez nous le dire, notamment dans le chat, si c'est le cas aussi pour vous, mais on encourage de plus en plus nos clients, et vous verrez qu'on le fait nous-mêmes. Si vous êtes inscrit à la newsletter, vous le voyez, et j'ai déjà eu des remarques négatives d'ailleurs par rapport à ça, mais aussi beaucoup de remarques positives, et j'ai vu les performances augmenter. C'est qu'aujourd'hui, on arrête même de mettre des images, et on met que du texte dans nos emails, parce que c'est comme ça qu'on envoie des emails en one-to-one. Si je peux donner une astuce qui permet vraiment d'augmenter le taux d'ouverture de manière très rapide et de manière très importante, c'est de remplir ce qu'on appelle le pré-header. Vous verrez dans l'article que je vais vous mettre en lien dans le chat. Le pré-header, c'est justement ce que vous avez en preview de l'email. Et si vous rajoutez un texte qui est plutôt bonjour, prénom, virgule, je me permets de venir vers vous parce que ça feint un email envoyé en one-to-one. Et c'est beaucoup mieux et ça donne beaucoup plus envie de cliquer. C'est beaucoup plus intriguant que le fameux, si vous ne visualisez pas cet email, cliquez sur le lien pour le voir dans votre navigateur. Donc ça, c'est une astuce que je peux donner aujourd'hui. Je vous encourage vraiment aussi à utiliser la méthode de rédaction AIDA pour vos emailing. On en a parlé et c'est une question qui suit juste derrière, donc je vais pas entamer sur la réponse suivante, mais je parle de cette méthode dans le webinar précédent et je vous encourage là à aussi aller voir la chaîne YouTube. Ça s'appelle 7 actions concrètes pour générer des leads même quand on n'a pas de trafic. Je parle de la méthode AIDA dedans, donc allez voir. Je décris très précisément un email que j'ai pu rédiger et la manière dont j'ai utilisé cette méthode. Et donc je vais mettre l'article complémentaire dans le chat pour vous donner plus d'informations. Yes. Question suivante. Doit-on écrire tous nos mails
Le premier est les relances avec la méthode AIDA. Effectivement, Ludovic vient d'en parler. Pour lui, effectivement, comme pour tout le reste, finalement, il faut expérimenter et voir un peu ce qui fonctionne le mieux. Pour Ludo, c'est effectivement une technique qui fonctionne très bien. C'est une super astuce et ça permet d'avoir des bons taux d'ouverture. D'un point de vue commercial, moi, je vais dire non, pas forcément toujours avec AIDA. Je prends un exemple très concret et Ludo va rebondir dessus juste après, mais différents types d'emails, effectivement, prospection, relance. Nous, on gère beaucoup de leads entrants, donc c'est encore une méthode et une approche différente. Mais on avait typiquement une personne qui nous a demandé, est-ce que super des contenus, super des emails, c'est cool et tout, est-ce que vous pourriez faire ça pour moi? Et du coup, Ludo a répondu à dire, ouais, je te mets en relation avec Seb, tu vois ça avec lui, c'est lui qui gère ses premiers contacts. Et donc, j'avais contacté cette personne-là. A priori, les mails n'ont pas été vus. J'ai lancé aussi sur LinkedIn, ça n'a pas été vu. Et j'ai fait ce qu'on appelle le break-up email finalement. C'est en gros dernière tentative et mon message c'était ça. Dernière tentative. Est-ce que ça vous intéresse toujours du contenu made in SLN? Et dans les 10 minutes qui ont suivi, il y a un rendez-vous qui s'est positionné pour lundi. Donc, on va en reparler lundi. Alors, peut-être qu'on ne signera pas, mais finalement, c'est aussi une technique, et Ludo aime bien en parler, donc je vais lui laisser la main, mais c'est une technique aussi de message qui permet d'avoir une certaine cohérence sur le fait que on peut perdre quelque chose finalement si on répond pas à cette dernière tentative. Il y a Aïda qui nous dit, je suis confuse, j'entends trop mon prénom. Et oui, on te fait de la promo, hein, c'était pas prévu, mais on est sympa, hein, tu vois ça. Et pour rebondir sur ce que dit Sébastien, et pour rebondir à ta question Mathilde, qui tourne autour de la technique Aïda, et est-ce qu'il faut l'utiliser tout le temps? Ma réponse à ça, c'est effectivement de dire que moi, c'est ma méthode préférée, c'est celle qui fonctionne le mieux pour moi, mon contexte, mon persona à moi, et ce qu'on fait aujourd'hui dans notre domaine d'activité. Mais au-delà des techniques, je pense que ce qui est vraiment important de comprendre pour vous, c'est que ce sont pas les techniques qui importent, ce sont les principes psychologiques sur lesquels ils sont basés. Et quand on reprend AIDA, c'est attention, intérêt, désir, action. Je vous encourage vraiment à aller voir le replay du webinaire pour comprendre de quoi je parle, si vous ne savez pas. Ou quand on reprend la méthode de Sébastien, hein, qui nous décrit j'ai fait un email dernière tentative et du coup j'ai eu une réponse dans l'immédiat, ce sont deux techniques qui sont basées sur des principes psychologiques. Pour la technique de Sébastien, le fait de faire un break-up email, de dire c'est la dernière tentative, c'est la dernière fois que je vais venir vers vous, on actionne un principe qui s'appelle le principe de rareté ou l'aversion à la perte. Et en fait, quand on fait ça, on envoie un message à la personne à qui on envoie l'email. On lui envoie le message que si tu loupes cette opportunité-là, plus jamais tu pourras nous parler ou plus jamais tu pourras consulter nos contenus et donc tu vas perdre quelque chose, tu vas peut-être perdre des opportunités. Et du coup, cette aversion à la perte fait que cette personne-là va nous répondre bien plus souvent que d'habitude. Et ça, c'est un principe psychologique. Et en fait, vous verrez que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on propose et dans toutes les réponses qu'on vous a données ce soir, en fait, on se base sur des biais psychologiques qui permettent en fait de jouer sur les failles de notre cerveau tout simplement. Et ça, j'en parlerai dans un futur podcast. Donc là, je vous invite à vous abonner au podcast Sur le terrain sur votre plateforme préférée. J'ai interviewé un gars qui s'appelle Victor Ferry, qui est un expert de la rhétorique et de la persuasion. Et on a évoqué toutes ces thématiques-là avec lui et tous les biais psychologiques qu'on peut actionner pour faire du marketing et du commerce. Je vous encourage vraiment à l'écouter. Mais c'est vraiment là que ça va jouer, en fait. Les techniques, finalement, les techniques qu'on vous présente ce soir, les techniques qu'on vous présentera demain, elles vont marcher pendant un temps, mais elles vont changer. Et si vous avez le réflexe de comprendre quel biais psychologique est exploité à travers ça, vous allez rapidement vous adapter aux évolutions et du coup, vous continuerez à générer des résultats, voire plus de résultats. Donc ça, c'est un point ultra important. Et je vous encourage, là, pour le coup, on fait un peu de call to action vocal, mais je vous encourage vraiment à aller voir sur la chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Vendez-moi ce stylo version marketing », mais ça vous servira aussi d'un point de vue commercial. Dans cette vidéo, je présente justement les 7 principes psychologiques que vous devez actionner, que ce soit dans votre stratégie marketing ou votre stratégie commerciale. Et vous verrez que en fait, on tombe tous dans le panneau et que il y a pas de mal à ça. C'est pas qu'on est moins bien qu'un autre ou quoi. C'est juste que notre cerveau est bâti comme ça. Et en fait, faut juste comprendre que je vous encourage vraiment d'ailleurs à lire le bouquin Homo sapiens que je vois sur ma table de chevet parce qu'en fait, je vous dis pas tout, mais le décor, c'est que je suis dans ma chambre pour l'apéro vu qu'on est confiné. Et du coup, je vois le livre Sapiens qui est sur ma table de chevet et comme tous les bouquins que j'entame, je les finis jamais. Il est à la moitié et je l'ai toujours pas fini. Mais dans ce bouquin, on comprend très bien en fait l'importance de tout ça parce qu'en fait, l'Homo sapiens tel qu'on est aujourd'hui, pendant 200 000 ans, on a été des chasseurs-cueilleurs, on a lutté au quotidien pour notre survie,
pour trouver à manger et on était dans l'urgence à chaque fois. Et donc, notre cerveau, pour garantir notre survie, a développé des prises de décision automatiques basées sur ces principes psychologiques, le principe de réciprocité, de rareté, de cohérence, d'association, etc., qu'on a évoqué un peu ce soir. Et aujourd'hui, dans notre contexte actuel, ça nous sert plus à grand chose parce que malgré tout, malgré la situation, et ça pourrait choquer certaines des personnes qui nous écoutent quand je dis ça aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, mais on est dans une situation quand même beaucoup plus confortable que quand on était chasseur-cueilleur. On a à manger chez nous, on a un boulot, on est confortable, il n'y a pas trop de guerre, il y a effectivement un virus qui est là et qui peut être potentiellement dangereux pour nous, mais globalement, on est quand même plus sécure qu'il y a quelques centaines de milliers d'années, et voire même quelques centaines d'années tout court. Et du coup, ces biais psychologiques-là, il y a beaucoup de vendeurs et il y a beaucoup de marketeurs qui les utilisent. Et là, forcément, j'aurais aussi l'objection qui est, quand on fait ça, on manipule le cerveau et donc, on n'est pas bien, on n'est pas gentil, on est méchant, etc., etc. Et je répondrais que tout dépend de la manière et de la raison pour laquelle vous le faites. Nous, on utilise ces principes-là. Si vous vous êtes inscrit à ce webinaire-là, c'est peut-être parce que dans un des emails, j'ai mis que le nombre de participants serait limité et que du coup, j'ai actionné le principe de rareté chez vous. Ou c'est peut-être parce que j'ai utilisé la méthode AIDA. Mais la réalité, c'est que je l'ai fait pour que vous soyez là ce soir et pour que je réponde à vos questions et que j'essaye de vous apporter de la valeur. Donc après, vous pourriez éventuellement considérer que je vous ai manipulé. C'est le cas. Et nous, on a souvent ce débat-là avec Sébastien, mais on se dit que ces leviers psychologiques-là sont hyper puissants, que ce soit d'un point de vue marketing pour moi ou d'un point de vue commercial pour Sébastien, et qu'effectivement, si ça tombe entre de mauvaises mains, et c'est ce qui peut arriver assez souvent, et ce qui est arrivé dans l'histoire avec peut-être la propagande politique, etc., et on rentrera pas dans ces sujets-là, mais il y a des choses à faire, et vraiment, je vous encourage à creuser les sujets, parce que c'est vraiment ce qui fait qu'on peut générer des résultats, des vrais résultats avec le marketing et le commerce. Yes. Question de Michel. Je suis premier sur plein de mots-clés, mais je n'ai pas assez de trafic. Pourquoi? Oui, alors j'avoue, Michel, c'est Michel. On se connaît bien parce qu'on se croise sur plusieurs événements et Michel suit tous nos webinars et répond à nos emails, etc. Donc c'est quelqu'un qui nous suit beaucoup et merci, Michel pour ça. Je t'avoue que j'ai réduit ta question parce qu'elle faisait peut-être 15, 16, 17, voire 18 lignes et du coup on l'a réduit. Mais Michel nous a expliqué que sur son site internet, il était positionné premier sur Google sur plein de mots-clés, mais c'était des mots-clés, ce qu'on appelle des mots-clés long trend, donc des mots-clés très très précis. Typiquement, Michel vend des calendriers sur Internet et il est positionné premier sur des mots-clés type calendrier, chat, format A4, année 2021-2022 par exemple. Donc effectivement, sur ce mot-clé-là, t'es premier, mais t'es premier aussi parce que je pense que c'est toi qui as fait, il y a que toi en fait qui a fait l'effort d'être référencé sur ce mot-clé-là parce que ce mot-clé-là, c'est un mot-clé tellement précis que personne ne va le saisir en fait. Et rappelez-vous ce qu'on vous a dit et ce qu'on martèle depuis tout à l'heure, les mots-clés sur lesquels vous devez être référencé, c'est pas les mots-clés qui parlent de vous, c'est les mots-clés qui parlent des problématiques et c'est les mots-clés qu'utilise votre cible pour se poser des questions sur Google. Quand on tape une question sur Google, typiquement comment rédiger du contenu web, le mot-clé sur lequel vous devez être référencé, c'est comment rédiger du contenu web. C'est pas méthode AIDA qui est une des solutions pour rédiger du contenu web. C'est vraiment le mot-clé rédiger du contenu web. Donc, pensez problématique, pensez question et utilisez vraiment les mots-clés que votre cible utilise plutôt que les mots-clés qui correspondent à vos offres, vos produits et vos services. Et on a une dernière question de Mathilde. On a Michel qui nous dit calendrier publicitaire bancaire exotique. Je lance le sondage dans le chat et répondez à Michel qui a déjà tapé ça sur Google. C'est très peu probable. Donc effectivement, tu peux être premier sur ce mot-clé-là, mais ça rapportera pas de retour sur investissement ou tu auras peut-être une vente un jour sur ce mot-clé-là, mais ce sera très rare. Et du coup, donc Mathilde, question en 2 temps. Est-ce intéressant d'envoyer dès le premier mail sa brochure, entre parenthèses avec tarif ou non d'ailleurs, et aussi, est-ce plus intelligent de faire un teasing sans trop en montrer? Et du coup, là, ça reprend, je pense que la réponse a été fournie à plusieurs reprises pendant cette heure et demie qu'on a passé ensemble, mais c'est un truc qui est beaucoup trop direct. C'est pas forcément quelque chose qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que finalement, tu vas rentrer dans le principe que la personne à laquelle tu envoies ce message-là, elle a déjà un niveau de maturité important, elle te connaît déjà et finalement, elle a envie, elle en est à l'étape de vouloir connaître les tarifs. Et en fait, c'est assez maladroit parce que tu ferais pas ça dans la vie réelle en fait. Tu irais pas voir une personne que tu connais pas en lui serrant la main, en lui disant salut et voici ma brochure de prix et mes tarifs. Donc non, c'est pas une bonne idée. Non, il faut pas le faire. Et
tout dépend ce que tu vends après, mais globalement, c'est pas une bonne idée. Et si tu vends des choses qui sont je dirais de moyennement complexes à très complexes, ça n'a absolument aucun sens et aucun intérêt parce que il va falloir que tu éduques tes prospects avant de pouvoir leur présenter quelque chose qui fasse sens pour eux. Et envoyer des éléments financiers sur un premier échange, si c'est un produit et si les gens ne te connaissent pas, ça finira, on sait où, hein, classement vertical, poubelle. Carrément, entièrement d'accord avec ça. Et du coup, j'avais prévu de vous de caler une anecdote qui m'a beaucoup plu ces derniers jours dans le webinaire, et du coup, je l'ai pas fait, j'ai pas eu le temps, donc je prends l'opportunité de le faire. Enfin, je prends le temps de le faire maintenant, et pour traduire un peu ce qu'on dit sur apporter de la valeur, parler des problématiques, etc., etc. J'ai entendu un podcast dans lequel le CEO, donc le DG de l'agence Buzzman, qui est l'agence de publicité qui a fait notamment les pubs pour Tipex sur YouTube avec l'ours, si vous vous rappelez, ou qui fait les pubs notamment pour Burger King. Et en fait, le DG de Buzzman disait que la prospection commerciale, en fait, c'était comme une soirée dans laquelle vous alliez et où vous n'étiez pas invité. Si vous allez à une soirée où vous n'êtes pas invité et vous y allez mal habillé, les mains vides et pas accompagné, vous allez vous faire envoyer chier et on va pas vous ouvrir la porte. Par contre, si vous allez à une soirée où vous n'êtes pas invité, mais avec du champagne et bien accompagné et avec un peu de musique et un look qui va bien, on va vous ouvrir la porte et vous allez passer la meilleure soirée de votre vie. Et c'est aussi le cas avec la prospection. Quand vous prospectez quelqu'un, vous vous immiscez dans son quotidien, vous l'interrompez dans son boulot ou dans sa soirée ou peu importe. Donc, il vous a rien demandé, vous arrivez. Si vous arrivez les mains vides, comprendre avec ta brochure, Mathilde, ou comprendre avec mon discours préconçu qui présente mes produits et mes services, vous allez vous faire envoyer bouler et c'est normal. Par contre, si vous appelez quelqu'un et que vous l'interrompez, mais que vous arrivez à lui parler de ses émotions, à lui parler de ses problématiques et à lui apporter des solutions concrètes à ces problématiques-là, cette personne-là vous dira merci à la fin. Et c'est vraiment tout l'enjeu. C'est faire preuve d'empathie, de bienveillance, de parler des problématiques, du contexte du prospect. Bah, c'est ça, en fait. C'est arriver dans la soirée où vous n'êtes pas invité, mais avec du champagne, avec le look qui va bien et avec 2-3 filles, parce que c'est bien souvent ce qui manque dans les soirées. Donc voilà. Et pour aller encore plus dans le détail, c'est une super analogie. Et pour aller encore plus dans le concret, tout le monde n'aime pas forcément le champagne. Moi, j'aime pas ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fonction des interlocuteurs et du type de cible que vous avez devant vous, il y a des gens qui vont dire champagne, top, et t'es bienvenu, et même si on se connaît pas, t'es bien habillé, etc., t'es bien accompagné, c'est cool. Et d'autres qui diront, bah ça, en fait, non, ça me va pas parce que j'aime pas ça. Et en fait, c'est un très bon message aussi pour dire que il y a des gens qui vont avoir des problématiques ou un angle d'attaque qui est différent d'un secteur d'activité à l'autre. Et on vous renvoie forcément à l'étude des personas. Si vous connaissez bien vos clients, vous connaissez bien ce pourquoi ils ont besoin de vous et quels sont leurs points de douleur, leurs pain points, et vous allez pouvoir construire votre discours autour de ça. Si vous avez un pitch pour l'ensemble des gens que vous rencontrez, forcément, ça va pas fitter. Il y a un moment où ça va pas marcher et vous aurez pas de réponse, pas de retour. Et même si vous avez le meilleur champagne du monde, pas de basket, tu rentres pas dans la soirée, c'est mort. Ouais, donc moi, si je fais une soirée et que vous n'êtes pas invité, je vous encourage vraiment à apporter des sushis. On en parlait tout à l'heure, mais je vous laisserai rentrer si c'est le cas. J'ai Mathilde qui nous dit je me rends compte que je ne fais pas tout bien, mais étrangement, j'en suis contente après ce webinaire. Donc là, déjà, nous, on est contents. Et tu nous dis je sais que maintenant, j'arriverai dans les soirées en étant bien habillé. Et ben, c'est cool. Si vous avez appris des choses ou en tout cas ressenti de la motivation pour tester de nouvelles choses grâce à ce qu'on s'est dit ce soir, c'était vraiment l'objectif. Et pour rebondir sur ce que tu dis, Mathilde, c'est fait mieux que parfait. On en parlait tout à l'heure. Nous-mêmes et tout le monde, on fait pas tout bien et il y a des choses et on s'améliore, etc., etc. Et vraiment, quand on fait des webinaires comme ça ou on fait des formations, ça arrive que parfois des personnes sortent en disant un peu l'air abattu. Il y a vraiment beaucoup de boulot, j'y arriverai jamais, etc., etc. Faites un pas après l'autre, testez des trucs, commencez par peut-être juste modifier votre séquence de messages ou à changer votre script commercial ou à changer la manière dont vous rédigez votre email. Mais faites un truc par un truc. Et le fait de voir un bon résultat par un bon résultat, ça vous incitera aussi à faire autre chose derrière. Et du coup, on a répondu à toutes les questions qu'on nous avait posées avant le webinar. Donc du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment, qu'on vous a apporté de la valeur et qu'on a répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, on est encore disponible. Enfin, moi, en tout cas, étant confiné, je peux être encore là quelques minutes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser dans le chat et on va continuer d'y répondre. Si d'ici la prochaine minute, vous n'avez plus de questions, du coup, on vous quittera et moi, j'irai boire ma deuxième bière, du coup, plutôt en famille. En tout cas, merci pour ça. On est encore très nombreux
après 1h44 de webinaire. Donc pour le coup, on a bien traîné. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Si vous êtes encore là, je pense que oui. Donc n'hésitez pas à nous suivre, hein. N'hésitez pas à partager peut-être le replay quand il sera disponible sur YouTube, ou à mettre un commentaire, ou à vous abonner à la chaîne. Je vous assure que c'est vraiment difficile d'être visible sur Internet malgré tout. Donc nous, même si on commence à avoir une audience d'un point de vue du site web, non mais Sébastien, du coup, il rigole, mais Non, mais c'est vrai. Mais c'est important, parce que finalement, sur le podcast, je regardais et j'ai publié une étude sur ça il y a pas longtemps. Je sais pas si vous le savez, mais des podcasts, il y en a 900 000 chaînes de podcasts disponibles, et il y a plus de 30 millions d'épisodes de podcasts. Et donc, quand moi, je publie un numéro sur le terrain, que ce soit avec Ipli, ou que ce soit avec Victor Ferry, ou que ce soit avec Samuel qui était dans le chat aujourd'hui, je dois batailler face à 30 millions d'épisodes. Donc, si vous pouvez m'aider, c'est en likant, c'est en partageant, c'est en mettant des avis. Et c'est comme ça sur YouTube, et c'est comme ça partout. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Je vois Didier qui nous dit, ce n'est pas à cause du Covid, mais de Google et sa géolocalisation. Mais maintenant, il faut vraiment penser proximité. Mais vraiment, tout ce qu'on dit aujourd'hui, on a parlé vraiment du Covid. Et c'est vrai que, en fait, ce que je disais ce matin, et du coup, je reparle du podcast sur le terrain, mais j'ai enregistré un podcast avec Olivier Guérin, qui est commercial et qui accompagne justement les managers commerciaux à moderniser leur stratégie. Et en fait, on se disait tout simplement que la situation du Covid, elle ne fait qu'accentuer et qu'aggraver les répercussions négatives que vous avez quand vous continuez de prospecter à l'ancienne. Les comportements de l'acheteur, ils ont changé bien avant le Covid. Le fait de vouloir qu'on parle de soi, qu'on aborde plutôt ces problématiques, qu'on réponde à nos solutions avant de faire confiance, ça existe bien avant le Covid. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus une option. Et si vous continuez de faire comme vous faisiez avant, vous allez vous faire recaler, parce que c'est plus la situation. Et vous allez avoir des remarques du type de ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai autre chose à penser que de sortir de l'argent. Je dois penser à rentrer de l'argent, etc., etc. C'est le cas. Et donc le Covid doit vraiment servir pour les retardataires, j'ai envie de dire, parce qu'il y a déjà des entreprises qui ont pris ce virage-là, doit vraiment vous servir à tester des choses. Et aujourd'hui, vous avez rien à perdre, en fait. La situation est tellement compliquée que si vous arrivez avec vos méthodes de prospection traditionnelles et vos emails de masse et vos articles de blog qui parlent que de vous, etc., vous allez vous planter. Donc, testez d'autres choses. Et en fait, au pire, vous n'aurez pas de résultat. Et ça m'étonnerait. Et pas à l'abri de réussir, et du coup de découvrir des solutions qui fonctionnent et que vous pourrez continuer à utiliser justement après le Covid. Ouais, mais il y a un truc qui est assez juste en fait. C'est nous là depuis 2 mois on bosse à mort. Moi je suis tout blanc. Enfin, je pense que ça se voit un peu à l'écran. On bosse beaucoup parce qu'on a plein de contacts avec lesquels on discutait avant le Covid, et d'autres qui sont aussi animés pendant le Covid. Et en fait, on a eu beaucoup de sollicitations. On a beaucoup travaillé, on a beaucoup échangé, et on disait beaucoup aux gens. En fait, c'est le moment aussi pour se poser les bonnes questions, parce que moi, pareil, j'ai essayé d'appeler des contacts pour entamer des discussions. Il n'y a pas de numéro fixe, ça sonnait dans le vide le plus souvent, ou des portables qui sonnaient aussi dans le vide parce que des gens étaient pas disponibles ou en chômage partiel, etc. Donc moins de disponibilité. Ok, en fait, posez-vous les bonnes questions. Et ça a été une bonne période aussi pour se dire, ok, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais mal, et prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et ça laisse du temps aussi. Et du temps, je pense qu'il va y en avoir encore un peu avant l'été pour se poser toutes ces bonnes questions-là. Donc le temps, c'est un truc dont on manque généralement. Et là, il y en a pas mal. Je pensais aussi à un truc, justement, quand tu disais, quand tu parlais de ce qu'on avait fait, etc., ça fait penser à toujours les spectacles, en fait, qui disaient, si ça vous a plu, parlez-en, puis si ça vous a pas plu, n'en parlez pas, en fait. Ce sera aussi bien. C'est pas mal, ça me paraît plutôt pas mal comme mot de la fin. Si vous n'avez pas d'autres questions, du coup, on va vous quitter en vous remerciant vraiment beaucoup pour votre attention et votre présence jusqu'au bout. 1h48 de webinaire, c'est quand même pas anodin, et de nous suivre jusque-là, ça nous fait vraiment plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez nous retrouver vraiment partout. On est présent sur LinkedIn. Alors, moi, Ludovic Salen, Sébastien Vitu. On est présent sur Twitter, on est présent sur le blog ludosn.net, on est présent sur la chaîne YouTube. Je vous remettrai le lien d'ailleurs si vous voulez vous abonner pour avoir le replay. On est présent sur le podcast sur le terrain. On essaye de varier les formats, on essaye de vous apporter de la valeur dans différents formats pour justement attirer votre attention et finalement appliquer ce qu'on vous préconise aujourd'hui. Merci beaucoup, on voit beaucoup de merci, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le faire savoir autour de vous. Et merci à vous. Et un truc important aussi, c'est que tout ce qu'on dit là, on est capable de vous aider à le faire aussi. Donc ça, c'est un point qui est important. La maturité, je pense qu'elle est au rendez-vous aussi, parce qu'il y a eu des super questions, et je pense qu'on a bien déblayé les sujets. Quand vous êtes prêt à passer à l'action, on se parle, on voit comment on peut faire, et puis on avance.
C'est un mot qui est important aussi. C'est un mot important. Hein. On reconnaît bien le commercial qui vend les solutions, mais il a raison. C'est vrai que moi, je le fais pas assez souvent et c'est vrai qu'on peut vous aider, que ce soit en formation, que ce soit en visio coaching, que ce soit en présentiel, etc. Et on adore ça. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin d'accompagnement. Et voilà, je pense qu'on a tout dit, hein, tout simplement. Donc, bonne fin d'apéro pour ceux qui vont finir l'apéro, puis bon appétit aux autres. Et bon week-end surtout. Et bon week-end. Et dernier week-end de confinement. Donc, accrochez-vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins ou des questions. On sera ravis de vous aider. Et on vous dit à très bientôt. Abonnez-vous, du coup, hein, pour en connaître les prochains webinaires. Vous avez la newsletter notamment. Donc, n'hésitez pas. À très bientôt. Merci à tous. Et puis voilà, mot de la fin. Ciao. Salut.